Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Claire Barré, autrice, romancière, scénariste et femme tambour. Son récit Ma vie de chamane vient de paraître aux éditions Mama. Bonjour Claire, je te remercie d'avoir accepté mon invitation féerique. Bonjour Valérie, je suis très très heureuse d'être avec toi. Je suis ravie de te retrouver. Oui, on s'était croisés il y a quelques années. C'est Alors, ça. je ne sais plus quand exactement, mais peut-être en 2017 ou 2018. Je crois que ça remonte quand même à loin. C'était au moment de ta sortie du livre sur Sitting Bull. C'est ça, pourquoi j'ai pas écrit de film sur Sitting Bull, qui est sorti en 2017, donc ça devait être quelques mois après, et on avait été co-interviewés sur une C'est ça, péniche. exactement. Et c'était un très bon moment de partage et d'échange. Voilà, Tout donc à fait. Ouais. je suis ravie de te retrouver. Moi Alors, aussi. ton récit, Ma vie de chamane, est vraiment très touchant et riche d'expériences, je dirais tant ombragées Mm. que lumineuse. Tu t'es mise à nu, vraiment. Est-ce que c'était le bon moment pour toi de te montrer telle que tu es, avec toutes tes facettes? Oui, je crois que c'est le fruit, d'un long cheminement, ce livre, qui s'est pas forcément imposé à moi tout de suite. J'avais un peu la sensation, parce que donc je suis scénariste et j'écris quand même plutôt des romans habituellement, qui sont bien entendu nourris, de beaucoup, de vie personnelle, mais qui sont masqués par le roman. Donc c'est très différent d'écrire un roman ou alors un témoignage. Et donc j'avais l'impression qu'après, pourquoi j'ai pas écrit de film sur Sitting Bull qui raconte vraiment tous les débuts de mon cheminement spirituel, de mon éveil. Pour moi, c'était un peu un livre unique qui aurait pas de suite. Et en fait, voilà, au fil des années, du temps, et particulièrement en fait lors d'une retraite que j'avais faite, une retraite spirituelle Vipassana, donc c'est une retraite de méditation très intense, assez difficile quand même, mais passionnante. Et là, en fait, pendant donc ces longues plages de silence et de temps que j'avais devant moi, j'ai vraiment vu aussi à quel point finalement cet événement, cet éveil spirituel qui m'est arrivé il y a maintenant 11 ans, j'ai vu à quel point il avait impacté non seulement loin moi, mais aussi tous mes proches, que ce soit mon mari, mes enfants, mes sœurs, mon frère, mes amis, et puis après les personnes que j'ai reçues pour leur jouer du tambour. Et en fait, j'ai vu cette espèce de cercle de médecine en fait qui s'est créé autour de cet événement, en me disant même tiens, c'est marrant finalement, cet événement m'est arrivé à moi, mais en fait il n'est pas arrivé qu'à moi. Et quand j'ai revu mon chemin de vie avec des chapitres, j'ai vu presque le livre se dérouler sous mes yeux pendant ces 10 jours de silence. Et voilà, et c'est ça où je me suis dit en fait non, il y a encore des choses à raconter, donc je vais m'y remettre, je vais m'y replonger, et je vais aller chercher aussi bien finalement les racines de cet éveil, donc de remonter carrément jusqu'à l'enfance, chose vraiment que j'avais jamais faite parce que je parlais jamais de mon enfance, éventuellement de mon adolescence beaucoup même parce que c'est un moment qui a été très très marquant, on va dire. Pas forcément, bah si, dans le bon sens, dans le mauvais sens, dans tous les sens, en fait, ça a été juste très marquant. C'était des événements de vie qui ont vraiment marqué mon cheminement. Mais jamais l'enfance, jamais vraiment ma famille non plus. Donc là, c'est sûr que c'est un livre extrêmement personnel. Je crois que c'est le terme que tu as utilisé et le mot exact, c'est une mise à nu. Mais j'ai l'impression que de montrer sa vulnérabilité, de se montrer sans masque, de montrer aussi bien ses failles que ses lumières et de ne pas essayer d'être une super héroïne en disant que nous sommes que puissantes et que nous sommes que dans la joie et que dans la lumière. C'est ce qu'on essaye d'atteindre, bien entendu, mais j'ai l'impression que le chemin pour en arriver là est parfois hérissé d'épines et que ces épines font partie aussi de l'enseignement. Et donc, je me suis dit, allez, je vais mettre l'ombre et la lumière pour montrer aussi qu'on peut traverser une ombre rude et profonde et une nuit noire de l'âme presque complète et malgré tout en sortir et en sortir renforcé Et grandi. et grandi et déployé même. Alors moi, j'aime beaucoup la façon dont tu abordes le chamanisme
parce que je trouve qu'il y a quand même un effet de mode. Beaucoup se disent, chamans sans même connaître, la nature, les plantes, sans avoir vécu les expériences que toi tu as, traversées finalement avec, des approches diverses, variées, avec différents chamans. J'ai aimé la manière avec laquelle tu t'es, vraiment informée, renseignée, pour, pour comprendre ce qui t'appelait vraiment. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter, ta rencontre avec le chamanisme? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est une rencontre, que j'appelle même encore aujourd'hui un peu un accident psychique. C'est-à-dire, c'est vraiment une rencontre, c'était comme un accident quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose que je cherchais. J'étais quelqu'un qui a priori était plutôt même, je dirais presque anti-spirituel. C'est-à-dire que sans être totalement matérialiste non plus. Parce que j'avais cet accès à l'écriture. Et donc l'écriture, malgré tout, déjà, c'est une connexion à autre chose, à l'inspiration, à la magie des mots, à la sensation quand même que l'art peut guérir, que l'art peut aider, que l'art peut sauver la vie. Donc j'avais quand même une mystique, mais une mystique artistique et uniquement artistique. Et donc, je ne cherchais rien, en tout cas pas consciemment. Et ce qui m'est arrivé, donc cet accident que j'ai vécu et qui était le plus bel accident de ma vie sans doute, en tout cas l'un des plus beaux, et ben, c'est qu'un jour, alors que j'étais en train de déjeuner, voilà, un samedi tout à fait banal, avec mon mari et nos deux enfants, on était dans la cuisine de notre petit appartement du 14e arrondissement. Et en fait, vraiment d'une seconde à l'autre, j'ai vu apparaître le visage d'un chef amérindien. Donc il est vraiment apparu dans mon champ de vision, un peu comme quand vous regardez le soleil en face et qu'après vous avez des taches qui peuvent flotter devant votre regard. Et ça veut dire que bon, bah, si vous tournez le regard, la tache flotte avec vous, elle vous suit. Si vous changez de pièce, la tache est encore là. Donc voilà, c'était ce type de vision-là. À part qu'au lieu que ce soit une tache, c'était le visage extrêmement reconnaissable d'un chef amérindien que moi je ne connaissais pas à l'époque. Et donc j'étais à table et je commençais à me frotter les yeux, tout ça. Donc mon mari qui me demande ce que j'ai, Emmanuel, et je lui dis ben je vois un chef indien. Donc bon, mes enfants, lui, ils rigolent en se disant bon bah, je sais pas ce qu'elle nous raconte, elle délire. Et je comprenais qu'ils comprennent pas parce que c'est vrai que ça n'avait aucun sens, a priori en tout cas aucun sens immédiat, Rationnel. rationnel, immédiat. Ça n'avait aucun sens en fait. Pour moi, c'était absurde. Et à un moment, c'était tellement parasitant de voir cet homme qui me regardait avec ce regard absolument intense et, et, et comme s'il attendait quelque chose de moi, en fait. C'est ça. Heureusement, il était bienveillant, donc ça, c'était une bonne chose, mais je sentais il attendait quelque chose de moi. C'était comme une espèce de clé, comme une espèce d'énigme qui m'était posée. Et je savais qu'il fallait que je comprenne quelque chose. Donc je me suis levée, j'ai été sur Internet, j'ai cherché chef indien sur Google, et j'ai vu apparaître tous les visages des différents chefs indiens du 19e siècle, et dont lui, parce que du coup je pouvais le reconnaître, puisqu'il était comme cette tache, il me suivait partout. Et j'ai vu que c'était Sitting Bull, d'où le titre de mon livre, Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull. Et donc Sitting Bull, qui était un grand chef, alors on dit nous Sioux, mais en fait ce sont des Lakota, on dit indiens, mais ce ne sont pas des Indiens, ce sont des natifs, ce sont les peuples premiers en fait des États-Unis. Et c'est un grand chef amérindien donc qui, parmi les derniers, à avoir essayé de combattre pour leur liberté, la liberté de son peuple. Et il a fini par y laisser la vie, il est mort assassiné. Et c'était un homme extrêmement charismatique, un homme qui était considéré comme un guide spirituel déjà de son vivant. Et donc c'est cet homme-là qui m'est apparu dans mon appartement à Paris, alors que moi j'étais liée à rien de tout ça, que j'étais pas spirituelle, que j'avais pas de lien avec les Amérindiens, que moi mes héros c'était plutôt Baudelaire, Rimbaud, Nerval, voilà ça. Eux si je les avais vus apparaître, ben, je leur ai dit bah allez restez, on va vivre ensemble. Donc c'était absurde en fait. Et je pense que l'absurdité faisait partie de l'expérience. C'est-à-dire que je n'avais rien à quoi me raccrocher. Je ne pouvais pas trouver une raison logique en fait de sa présence. Ça n'avait rien à voir avec moi. En tout cas, moi je voyais pas le lien entre lui et moi. C'était un homme, enfin c'était un Amérindien, c'était un guerrier. Enfin, il y avait aucun sens, quoi. J'arrivais pas à trouver. Et en fait, cette vision qui ne cessait de devenir de plus intense de jour en jour a duré 4 journées entières.
Donc, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ce que c'est que de vivre 4 journées entières avec quelqu'un qui vous regarde 24 heures sur 24, qui vous suit quand vous allez prendre votre douche, qui vous suit dans le RER A quand vous allez donner un cours de scénario à Nanterre. C'est-à-dire que toutes les choses de la vie qui semblent banales, tout d'un coup, deviennent plus rien n'a de sens en fait. Et pour moi, on ne pouvait pas voir un mort les yeux ouverts. Pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas dans cette vie. Et donc, en fait, ça enlève, ça a fait exploser toute ma grille de lecture du monde, mais vraiment d'une seconde à l'autre. Et d'une seconde à l'autre, je me retrouvais à vivre dans un monde, j'allais avoir 40 ans, donc j'avais pas 15 ans, quoi. Et là, tout d'un coup, mes 40 années de vie, qui m'avaient semblé tout à fait difficiles par moments, mais quand même, j'avais l'impression de vivre dans un monde stable, un monde que je connaissais. Et là, tout d'un coup, mais je ne connaissais plus le monde dans lequel j'étais. Je ne savais plus ce qui était visible, ce qui était invisible, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Je naviguais dans un monde inconnu. Et donc cette apparition, on peut appeler ça une apparition, une vision, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, moi je dis vision, en fait, elle m'interrogeait tellement et surtout je me disais: «Mais il faut qu'il reparte parce que s'il reste trop longtemps, là ça va, j'arrive encore à raison garder», on va dire. Parce qu'en plus, heureusement, il y avait mon mari qui était là, Emmanuel, et j'arrivais à lui en parler et lui, il m'a cru. C'est-à-dire que quand je voyais quelque chose qu'il ne voyait pas, et ben, en fait, il m'a pas dit: «Ouh là là, on va aller à l'hôpital psychiatrique, ça va pas du tout». Il m'a dit: «Écoute, je comprends pas ce qui t'arrive, mais je crois ce que tu me dis». Déjà, il a eu une ouverture d'esprit, complètement, stupéfiante. Et moi, j'avais peur un peu. Je lui disais: «Mais est-ce que tu crois que je suis en bouffée délirante? Est-ce que tu crois que je fais une, je sais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu me reconnais?» Et il me disait: «Mais oui, je te reconnais, c'est toi. Je t'assure, c'est toi. N'aie pas peur. C'est ton regard, c'est ta voix, c'est ta manière de réfléchir. La seule chose que je ne comprends pas et que tu ne comprends pas non plus, c'est pourquoi tu vois un chef, amérindien mort. Mais sinon, le reste, c'est toi». Et le fait d'avoir, en fait, cet homme à mes côtés qui était comme un phare et comme un arbre stable, fait que j'ai pas paniqué, que je ne suis pas partie dans une espèce de décompensation, ou de je ne sais quoi. Et en fait, je me suis dit: «OK, il faut juste que je comprenne ce qui m'arrive». Et en fait, le troisième jour, où vraiment la présence devenait de plus en plus parasitante, parce que quand même, il faut dire que c'est très parasitant, parce que je commençais à entendre des mots dans une langue que je ne connaissais pas, à entendre des sons de tambour. Et là, en fait, j'ai lu sur un site, parce que du coup, pendant 3 jours, 4 jours, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur lui, parce que je ne le connaissais pas, encore une fois. Donc j'ai découvert les atrocités, qu'ont traversé son peuple. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai vu qu'il avait un arrière-petit-fils encore en vie. Enfin voilà, j'ai essayé d'en savoir le plus possible pour essayer de comprendre le lien. Je me dis: «Bon, peut-être qu'il y a quelque chose dans sa biographie qui a un lien avec moi», je ne sais pas. J'ai essayé de trouver une réponse logique à tout ça. Je recherchais la logique, parce que pour moi, c'était illogique. Et en fait, vivre dans un monde illogique, c'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'était pas possible. Et donc, j'ai vu à un moment, il était considéré, parce qu'il avait des visions, comme un chaman amérindien. Et quand j'ai vu le mot chaman, je me suis dit: «Ah mais voilà, en fait, c'est ça ma solution. Il faut que j'aille voir un chaman». Parce qu'un chaman croit qu'on peut voir des esprits. Je ne savais pas grand-chose du chamanisme, à part que, bon, pour moi, c'était comme une espèce de sorcier ou je ne sais quoi. Et je me disais: «Bon, en tout cas, lui, il doit pouvoir se connecter à un mort». Donc je me disais: «Je vais voir un chaman, il va lui demander ce qu'il veut et lui demander: "S'il vous plaît, maintenant vous partez"». En gros, c'était ça que je voulais. Je voulais quand même comprendre ce qu'il voulait me dire, parce que je sentais qu'il avait quelque chose à me dire. Et donc, le lendemain, sans le dire à mon mari, parce que j'avais honte, moi, de contacter une chamane. J'en étais vraiment à ça de mon parcours spirituel. Il était à moins 50 degrés, quoi. J'étais loin, loin de tout ça, et lui aussi. Et du coup, j'ai cherché chamane, Paris, tout ça. Et là, j'ai vu en fait le site d'une chamane russe qui habitait à Paris à l'époque et qui maintenant vit en Espagne, et qui s'appelle toujours Elena Michetchkina. Et en fait, quand je suis arrivée sur son site, il y avait une image d'aigle. Et moi, en fait, ça faisait 3 jours que j'étais avec les Amérindiens, donc les aigles, il n'y avait que ça, et je me suis dit: «Ah bon, ça doit être un signe». Je commençais à réfléchir en termes de signes, chose que j'avais jamais faite avant ça. Ou quand j'étais jeune et que je prenais beaucoup de drogue, et cetera, bon, bah, je naviguais avec les signes, les vols des oiseaux, et cetera. Mais bon, ça faisait 20 ans que ça m'était plus arrivé de réfléchir comme ça. Et en fait, elle était russe. Moi, j'avais fait du russe quand j'étais jeune. C'était la langue que j'aimais par-dessus tout. Et surtout, j'avais quand même compris plus ou moins en regardant 2-3 choses sur le chamanisme, que le chamanisme, a priori, le mot même venait de Sibérie. Donc je me disais: «Bon, une russe, elle aura peut-être des chances d'être une vraie chamane». Parce que j'avais très, très peur de tomber sur un imposteur, en fait. De tomber sur quelqu'un qui se disait chaman, mais qui ne l'était pas. Et moi, mon problème, il était grave enfin, il était grave. Oui, il était grave. Je voyais un mort depuis 3 jours, et tout mon système de croyances était en train de voler en éclats, et j'avais besoin d'aide.
Mmh. Et donc, je me suis dit: «Bon, elle, ça doit être une vraie chamane». J'ai regardé un peu son site et cetera. Je l'ai contactée et en fait, à partir du moment où je l'ai contactée, donc déjà, je lui ai dit: «Bon, bah, voilà, ça fait 3 jours que je vois un mort, j'ai retrouvé son identité, on n'a aucun lien, mais bon» et cetera. Et elle me dit: «Ah oui, d'accord, très bien, super, bon, bah, génial», enfin pas génial, mais genre: «Vous en faites pas, n'ayez pas peur, ça arrive, C'est ça arrive». normal. Voilà, c'est normal, ça arrive. En tout cas, elle m'a pas dit: «C'est normal», elle m'a dit: «Ça arrive. Mmh. Ne vous en faites pas, ça arrive, venez me voir, on prend rendez-vous, je vais vous jouer du tambour, on va se connecter à lui, vous en faites pas», vraiment elle m'a rassurée et elle me rassurait vraiment comme si je lui racontais un truc quand même assez banal. Alors que pour moi, c'était extraordinaire, c'est-à-dire que c'était au-delà même de ce que j'aurais pu imaginer, moi qui ai quand même une imagination débordante, étant romancière et scénariste. Et là, c'était au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. En tout cas, ça aurait pu apparaître dans une histoire fantastique, mais pas dans une histoire réaliste. Et donc déjà ça m'a beaucoup rassurée, le fait qu'elle me parle aussi calmement et en me rassurant quand même. Et en fait, quand j'ai raccroché, et du coup là, j'ai regardé Sitting Bull c'était un peu le le témoin de tout ça, tout ce que c'est comme si on est dans voilà, on a quelqu'un qui nous regarde, tout le temps, de tout donc tout ce qu'on fait, on se dit: «Bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait?» Et je le regarde et là vraiment, en fait, j'ai vu que cette vision qui n'avait fait que monter en puissance depuis 3 jours, qui était de plus en plus intense, dense, tout d'un coup, j'ai senti que, hop, il y avait quelque chose qui redevenait un tout petit peu transparent. Et là, je me suis dit: «OK, d'accord». Donc j'ai pris la bonne décision et c'était la bonne personne. Et en fait, il est resté encore toute la journée, encore quand même le lendemain, il est resté 4 jours en tout. Mais le lendemain, le 4e jour, vraiment, il commençait presque je recommençais à voir à travers lui. Alors qu'à un moment, je voyais plus à travers lui. C'est ça qui était si dangereux et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai failli avoir un accident de voiture parce que la vision était trop présente. Et voilà, et après j'ai été voir cette chamane, donc Elena, qui m'a reçue, très gentiment, qui était tout à fait normale, limite elle était en jogging quoi. Enfin voilà, c'était pas moi j'avais peur de tomber sur quelqu'un qui allait essayer de me faire le hocus pocus, je sais pas, enfin bref, de m'enfumer quoi. Mmh. Et je me disais: «Mais je suis déjà tellement fragilisée psychiquement que, autant j'espère qu'elle est solide quoi et qu'elle va pouvoir m'aider». Et j'avais mis un peu tout mon espoir dans ce rendez-vous. J'en avais parlé à personne à part un ami en lui disant: «Ah, tu vas me prendre pour une folle et cetera», mais voilà ce qui m'est arrivé. J'avais même pas osé en parler à Emmanuel, mon mari, ça faisait 14 ans qu'on était mariés, quoi. Donc c'est quand même quelqu'un qui me connaissait, c'est quelqu'un que j'aime et avec lequel je suis encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important dans ma vie et j'ai même pas pu lui dire parce que j'avais honte. J'avais honte de croire qu'une chamane allait pouvoir m'aider. Et je me suis dit: «Là, vraiment, il va me prendre pour une folle». Le fait que je vois un mort, bon déjà, il doit me prendre pour une folle, mais si en plus je lui dis que je vais voir une chamane, là, c'est fini, quoi. Et donc j'y ai été avec cette espèce d'espoir et de peur au ventre. Et là, voilà, elle m'a expliqué quelques trucs sur le chamanisme, tout ça. Elle m'a demandé si j'étais en quête spirituelle. J'ai dit: «Mais pas du tout, est-ce que vous faites de la méditation?» Je dis: «Mais pas du tout, non, ça m'intéresse pas, j'aime que la poésie, l'écriture». Et en fait, c'est là qu'elle m'a joué du tambour et que j'ai fait un voyage chamanique, extrêmement, quand même violent, on peut le dire, hein, parce que c'était pas doux. J'ai vraiment vécu une dissociation, entre mon corps et mon âme, quoi, entre mon corps et mon esprit, je ne sais pas quel mot utiliser. Donc dissociation totale, c'est-à-dire que mon corps était avec elle, dans le 19e, dans sa salle de soins et mon esprit était dans une forêt. Mais vraiment, il y était à 360°. Je savais où était mon corps et je ressentais ce qu'il ressentait, mais je n'avais plus de connexion avec lui et surtout, je ne savais pas comment j'allais pouvoir le retrouver. Parce qu'on était dans 2 espaces-temps différents et qui n'avaient rien à voir. Un réel, le sien, et moi, mythologique, je ne sais pas. J'étais dans une forêt, j'ai rencontré un loup, j'ai rencontré un aigle, je me suis retrouvée à voler sur le dos de l'aigle, je me suis retrouvée à revoir Sitting Bull, et donc voilà, donc j'ai fait cette espèce de voyage chamanique complètement mais puissantissime, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, où j'ai eu l'impression en plus physiquement, il s'est passé des choses, où j'avais même une telle montée énergétique dans mon corps sur lequel je n'avais plus aucun pouvoir, encore une fois, puisque j'étais ailleurs. J'ai eu des griffes énergétiques qui sont sorties de mes enfin j'avais la sensation, hein, physique, que des griffes énergétiques me sortaient des mains, me sortaient des orteils, comme si je me transformais, quoi. C'était vraiment quelque chose de très violent quand même. Et après ça, j'ai retrouvé Sitting Bull. Il a fait un geste, bon, qui est symboliquement fou. Il a enfoncé son bras dans mon ventre, il est remonté dans ma cage thoracique, il a décroché mon cœur, il me l'a montré
comme on montre une espèce de trophée, là, comme on peut voir dans les pyramides aztèques, les prêtres qui montrent les cœurs arrachés. À part que là, c'était pas du tout sanglant, c'était très beau. Et il a mis mon cœur dans ma tête. Et après, il m'a soufflé dans les narines et hop, je me suis retrouvée dans un espèce d'univers nulle part. J'étais plus dans aucun espace-temps. J'étais plus nulle part, en fait. Et là, c'est là que j'ai entendu la voix de la chamane qui, petit à petit, m'a aidée à regagner mon corps. Et heureusement que c'était une bonne chamane et une vraie chamane. Parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu revenir. J'étais perdue. Et elle m'a fait revenir, je pleurais, j'étais dans un état pas possible. Et là, en fait, elle m'a dit: «Bon, je m'en doutais un peu, c'est quand même pas tout à fait normal de voir un mort pendant 4 jours, surtout quand on n'a rien pris de particulier, de substance ou autre chose et ou qu'on n'est pas, voilà, je sais pas, dans une retraite ou quelque chose». Et elle m'a dit: «Bon, vu comment vous avez réagi au tambour en plus, vous êtes foutue, vous êtes chamane». Et donc elle m'a donné cette espèce de diagnostic, qui sur le moment était surréaliste et à la fois c'était surréaliste et à la fois ça faisait 7 jours que je vivais dans un monde qui n'avait plus aucun sens, où je n'avais plus une carte du monde où il y avait plus la moindre logique et où je comprenais plus qui j'étais, ce qui se passait. Et là, tout d'un coup, en me disant ça, elle me donnait une explication. Elle me disait: «En fait, voilà, pour moi, c'est très simple. Sitting Bull est venu vous chercher, c'est votre guide spirituel. Mais comme c'est un mort qui est venu vous chercher, un esprit, parce que c'est pas tout à fait pareil, comme c'est un esprit qui est venu vous chercher, eh ben, vous êtes obligé de répondre à l'appel». Et elle m'a dit, en fait, c'était assez drôle, enfin c'était drôle, maintenant ça me fait rire, mais elle m'a dit: «Vous savez», parce que quand elle m'a dit: «Vous êtes foutus», elle m'a dit: «Bah oui, vous savez, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un». En gros, c'était elle, pour elle, elle le voyait à la russe, quoi. À la russe, bah, Mmh. voilà, bon, bah, c'est une charge, en fait. Mmh. C'est pas forcément un cadeau, en fait, de se retrouver tout d'un coup, avec un œil dans le visible, un œil dans l'invisible, à se retrouver dans cette espèce d'état bizarre entre les mondes, qu'on apprend à apprécier, à aimer et même à voir à quel point c'est un cadeau, en fait. Mmh. Mais voilà, elle m'a annoncé ça comme une mauvaise nouvelle. Mais en même temps, elle m'expliquait quelque chose et à nouveau, le monde refaisait sens. Il refaisait sens avec une toute nouvelle couleur, avec plein de nouvelles facettes, avec plein de nouvelles portes, horizons qui apparaissaient de partout, mais il y avait quand même du sens alors que j'étais depuis une semaine dans un monde insensé. Oui, elle te redonnait la pièce du puzzle finalement. C'est ça, Ça venait te conforter, en tout cas ça t'éclairait sur ce que tu venais de de vivre. vivre. Ouais, exactement. Ça me donnait une explication folle, mais une explication. Le chamanisme, c'est un véritable parcours de connaissance de soi et du vivant. Oui, c'est un cheminement, en fait. Et c'est un peu ça que j'ai compris des années après. Parce que sur le moment, quand elle m'a dit: «Vous êtes foutu, vous êtes chamane», c'était comme quelque chose de hop, tac, tout d'un coup, tac, on a une étiquette, on a une identité, on a quelque chose, voilà, on a été reconnu, on a je ne sais quoi. Et en fait, maintenant, longtemps après, j'ai compris que quand elle m'a dit ça, elle voulait dire aussi, et sans doute avant tout, vous l'êtes potentiellement. Et il y a en fait, après, un vrai chemin et un Mmh. vrai travail et un vrai apprentissage à faire qui, lui, va durer des années. Et après, c'est pour ça qu'après je me suis formée auprès d'elle, que j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de comprendre. Mais au début, j'essayais d'apprendre et de comprendre uniquement pour moi. C'était en fait, je voulais éviter le nouvel accident psychique. Je voulais apprendre à ouvrir et fermer mon troisième œil, mais quand c'est moi qui le décidais et pas quand je suis en train de manger des pâtes en famille, et que tout d'un coup, c'est une intrusion en fait, quand même, c'est quand même une intrusion. Et c'est ça. Et en fait, j'ai compris que c'était un cheminement, longtemps après, en fait. Sur le moment, c'est ça. On vous dit: «Ah, vous êtes chamane? Ah OK, d'accord, je suis chamane». Oui, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas apprendre, qu'il y a pas beaucoup, 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 énormément de pratiques, à faire pour essayer de comprendre. Et oui, c'est une connaissance de soi et c'est une connaissance de l'autre. Parce Mmh. que soi, c'est l'autre. En fait, on comprend aussi Mmh. qu'on est tous liés les uns aux autres et que donc plus on descend profondément à l'intérieur de son intimité et de son soi, et plus on commence à se reconnecter à l'espèce d'immense, continent, d'inconscient collectif qui nous relie tous. Et c'est C'est ça qui est si beau. c'est ça qui est merveilleux, c'est cette interconnexion, qu'on le Ouais, veuille ou non. c'est ça, qui de toute façon existe et qui est là et qui est belle et qui est aussi, une belle nouvelle parce que ça apporte de l'espoir. Parce qu'on se Mmh. dit que finalement, si on fait tous partie du même grand arbre et que chacun de nous est une des petites branches de ce grand arbre, sans doute un peu malade, le grand arbre malade de l'humanité, à chaque fois qu'il y a une branche qui essaye de guérir, et ben, en fait, c'est une bonne nouvelle pour tout l'arbre et pour toutes les autres branches.
tes connexions avec des animaux totems, la nature, les plantes, tes guides, se traduisent par quels canaux? Parce que tu nous parles de la vision, mais du coup, tu entends aussi, tu ressens dans ton corps, dans ta chair, comment ça se passe? Alors en fait, ça a beaucoup, évolué avec le temps. Au début, moi, j'étais surtout, j'allais dire visionnaire, mais c'est visuel. C'est-à-dire que moi, Mmh. vraiment, j'étais dans Game of Thrones, quoi. Je devais Mmh. je j'avais un loup qui venait avec moi et on devait faire des choses, on avait des missions, on avait des trucs, voilà, c'était vraiment j'avais des voilà, un monde chamanique intérieur extrêmement riche, extrêmement visuel. Au début, je n'entendais rien à part le son du tambour très lointain, comme s'il venait d'un autre espace-temps. Mais j'arrivais quand même à communiquer, à comprendre des choses un peu par télépathie, mais sans réellement entendre. Et par contre, j'ai toujours été aussi kinesthésique, c'est-à-dire que dès la première fois, dès le premier voyage, j'ai eu cette espèce d'impression de transformation physique qui était au-delà de l'impression, c'était une sensation. Et donc, en fait, aujourd'hui, tout est ensemble, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la vision, genre, c'est comme si, par exemple, si je me connecte à quelqu'un lors d'une séance ou tout ça, et que je sais pas, on va faire, je sais pas, une, une recherche quelconque par rapport à un sujet pour lequel la personne est venue. Tout d'un coup, en me connectant à l'aide du tambour, qui donc va me mettre dans cet état modifié, amplifié de conscience, un état chamanique en tout cas, et ben, tout d'un coup, je vais par exemple voir une image en même temps que je vois l'image, qui est donc un symbole ou un archétype ou quelque chose qui va parler et qui parfois est aussi de l'ordre du conte où quand même il se passe quelque chose en plus, mais en même temps que je vois l'image et que je vois ce conte se dérouler, j'entends aussi l'explication de ce que ça représente et de ce que ça veut dire. Et à côté de ça, quand tout d'un coup on arrive sur un morceau, on va dire, où la personne a quelque chose, par exemple, à extraire ou quelque chose qu'il faut enlever d'elle ou quelque chose qu'il faut nettoyer d'elle, moi, ça va aussi se présenter sous forme physique. C'est-à-dire que je suis en train de jouer du tambour, en train de, je sais pas, d'avoir des chants ou des choses comme ça, ou des sons qui sortent en même temps. Je suis en même temps en train de voir le petit film et d'entendre les explications qui vont avec. Et à côté de ça, tout d'un coup, je vais avoir mal au rein et une espèce de douleur, mais que je ressens sans ressentir, mais je la ressens. C'est vraiment dans mon corps. Et je sais qu'il faut que je reste à cet endroit. Et que tant que la douleur n'est pas passée, en fait, ça veut dire que c'est pas encore sorti. Et donc, c'est comme ça que je vais faire sortir quelque chose. Ou tout d'un coup, hop, c'est une douleur à la tête. J'ai comme une espèce de migraine, comme une espèce d'œuf pur, enfin, un espèce de bulle, comme une espèce de méduse de migraine qui se met dans mon crâne et où je sais qu'il faut, tac, 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 il faut jouer du tambour, rester à cet endroit, rester à cet endroit. Et en même temps, dans le petit conte qui se déroule, eh ben, on est peut-être en train d'essayer d'extraire quelque chose, de nettoyer quelque chose, d'enlever quelque chose, mais mon corps participe aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est à la fois physique, visuel et auditif, et que tout est en même temps et simultané. Donc c'est très difficile à expliquer parce que c'est comme si on était dans un état un peu de plusieurs dimensions à la fois, comme si on était en bitrilocalisation, où on est à la fois dans l'image, à la fois dans le corps, à la fois dans les sons et à la fois dans ce qu'on entend. Et donc c'est vraiment un état d'être qui est très particulier, très singulier, et souvent après, à la fin, les gens disent, mais vous devez être épuisé, vous devez être fatigué, parce qu'il y a les sons, les machins, le tambour, puis le tambour, c'est physique, quoi. Il y a un truc un peu de guerrière, quoi, archaïque, mais j'adore, que voilà, c'est beau, c'est puissant. Et en fait, non, je suis pas du tout fatiguée parce que c'est pas mon énergie, c'est pas la mienne. Je me laisse traverser par une énergie. Et moi, en même temps, à la fois, je suis là, il y a mon corps qui va travailler dans son coin, il y a mon esprit qui va ailleurs, et en même temps, quand les chants qui viennent à l'intérieur de moi, ce ne sont pas mes chants, ce sont des chants qui viennent pour la personne, des chants comme des chants de médecine, en fait. Et donc, moi, je ne suis pas du tout fatiguée après un soin. Et en plus, la chose la plus folle, c'est que sur le moment, tout est clair, le message est clair, je peux l'expliquer exactement, mais par contre, 3 jours après ou 5 jours après, si on m'en reparle, je me rappelle de rien. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être juste à un moment ce canal capable de capter des trucs hyper précis, hyper étranges, alors symboliques, archétypales, des choses quand même qu'il faut comprendre, qui sont presque de l'ordre de la poésie de temps en temps. C'est presque le symbole guérisseur, avec des archétypes qui reviennent, comme je sais pas, Merlin, ou Lancelot du Lac, ou Jeanne d'Arc, ou Marie-Madeleine, ou je ne sais qui arrivent en fait avec leur médecine et avec leurs symboles pour montrer en fait à quel endroit il faut aller travailler ou qu'est-ce qui résonne avec l'esprit
de la personne. Mais après, moi, j'oublie tout. Mmh. Donc, c'est pour ça, c'est pas moi. C'est pour ça que ça me fatigue pas. Parce qu'encore une fois, c'est pas mon énergie. C'est une autre énergie, c'est l'énergie. Il y a une similitude avec ma médiumnité parce qu'effectivement, quand je suis une simple messagère, parmi tant d'autres, mais en revanche, moi j'ai les odeurs avec, au-delà de voir, d'entendre, j'ai les odeurs. Ouais. Alors c'est pas toujours très agréable suivant les lieux, l'époque, la période et ce qu'on me montre, J'imagine. mais en revanche, moi je suis fatiguée après, D'accord. OK. tu vois? OK. Tu as C'est pour ça l'impression que quand je même fais que ça prend aussi un peu de ton énergie, ouais, c'est ça? tout à OK, fait. Parce OK. que je pense que ça passe par ma vibration aussi, par ma couleur, Mmh. Mmh. féerique et du coup, Oui. je me refuse moi à faire je fais des consultations, mais alors je pourrais, hein, en faire plein dans la journée si je voulais, mais je ne veux pas parce que, je trouve que ça puise énergétiquement Mmh. et du coup, ouais, je peux pas. Mais cela dit, je suis d'accord avec toi dans le sens où, en effet, moi, de la même manière, moi, ça me prend pas d'énergie, mais par contre, j'ai à un moment, je recevais trop parce qu'en fait, j'avais dit non pendant tellement longtemps. Parce que moi, vraiment, j'ai mis du temps avant Oui, oui. d'accepter l'idée, de pourquoi pas ouvrir ma porte et tout ça, j'ai mis un temps infini. À un moment, j'ouvrais trop la porte et là, par contre, c'est pareil, là, vraiment perte d'énergie, j'ai perdu tout mon fer, Ouais, c'est ce que tu expliques, ouais, ouais, ouais. exactement et là, vraiment, j'ai tout perdu parce que c'était trop ouvert et Mmh. en fait, j'ai compris à un moment que moi, c'était 2 personnes par semaine maximum. Voilà, Mmh. c'est tout. 2 personnes, j'ouvre 2 créneaux, pas plus et là, par contre, du coup, là, ça me coûte rien. Mmh. Mais si c'est trop, en effet, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui m'épuise. Pas sur le moment, par ailleurs, mais c'est au bout d'un moment, je sens que c'est mon énergie globale qui a été atteinte. Mais j'ai Mmh. trouvé un équilibre en me disant: «OK, je veux bien ouvrir, mais c'est peu, c'est concentré, c'est juste au moment, où moi je peux» et après bien sûr en cas d'urgence, de gens que je Bien connais sûr. ou je ne sais quoi, bien entendu, je peux toujours avoir une troisième personne au cas où. Mais le problème, c'est qu'à un moment, j'en avais 3 et donc là, ça faisait une quatrième personne et Mmh. donc là, vraiment, pour moi, c'est 2. 2 c'est Mmh. parfait. Donc c'est vrai, tu as raison, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il faut de toute façon se protéger C'est aussi. bah, si on veut bien C'est accompagner, ça. Bah c'est oui, prendre soin d'abord de soi, ça c'est ouais, vraiment la leçon que c'est j'ai ça et surtout comprise. et trouver en fait comment L'équilibre, c'est qu'est-ce qui est bon pour toi ouais. aussi? Voilà, jusqu'à quel point tu peux ouvrir cette porte et pour que ce soit bon pour tout le monde, mais pour toi Mmh. aussi, en fait. Mais C'est c'est très vrai que, important. bah, du coup, il y a des intrusions parce que partout où je peux aller, dans la rue, enfin, c'est ce que j'explique, c'est ça qui est à la fois génial, c'est qu'en plus en Touraine, il y a quand même une histoire avec le Moyen Âge, il y a des rues, c'est génial parce que je vois la vie qui se passe maintenant et en même temps, je vois tout ce qui se passe. Donc j'ai deux écrans en fait Ah et j'adore, c'est magnifique. c'est super et c'est Bah oui, super. c'est beau, c'est beau. Aujourd'hui, on peut dire que tu es à l'écoute de ton âme? Alors écoute, j'essaye de l'être, en tout cas et c'est sûr que c'est quelque chose, tu vois, si tu m'avais posé cette question-là il y a 12 ans, j'aurais fait: «Ah ah ah» et là, non, vraiment pour moi, c'est quelque chose de très important, de précieux et j'essaye vraiment d'écouter et je dirais, en fait, que j'écoute mon âme, mais que j'écoute mon corps aussi et que j'ai vraiment appris à l'écouter lui aussi parce que je crois que longtemps, c'est comme si on était 2 personnes séparées, tu vois? Il y avait mon corps d'un côté et mon esprit, pas forcément mon âme, mais mon esprit de l'autre et là, maintenant, vraiment, j'essaye de me réunifier corps, âme, esprit et d'être à l'écoute de tout ça, en fait, justement, d'être Mmh. doux avec soi, d'être doux avec soi, d'être dans la douceur, dans l'écoute, dans l'amour, en fait. Simplement de réussir à retrouver ce sentiment d'amour, ce sentiment de la magnifique préciosité de la vie, de cette courte et brève incarnation qui est Mmh. si belle, que longtemps j'ai trouvée, si atroce, et que j'avais envie de repartir, et que maintenant, que j'ai appris à aimer cette vie et à m'aimer moi aussi sans doute vraiment en profondeur, bah, du coup, j'ai plus du tout bien sûr, ces envies, de mort, d'autodestruction que j'ai pu avoir longtemps et oui, j'essaye d'écouter cette âme, qui, bien entendu, à partir du moment où justement enfin moi en tout cas la reconnexion que j'ai eue avec elle, c'est à travers le chamanisme, à travers aussi justement le travail avec les plantes dont tu parlais tout à l'heure et vraiment c'est cette impression en effet que petit à petit, pas après pas, de m'approcher le plus d'elle, de réussir
en s'approchant d'elle, en fait, pour s'approcher d'elle, il faut faire des guérisons. Et donc, Mmh. plus on fait des guérisons intérieures et plus on s'approche d'elle, parce qu'elle, en fait, elle est à un endroit justement qui est déjà guéri. Donc, pour l'atteindre, il faut aussi avancer sur ce chemin de guérison pour être de plus en plus proche d'elle et de plus en plus en accord avec elle. Ce qui est magnifique, je trouve, c'est que tu as réussi, à unir ta spiritualité avec ta créativité et puis tout ça, tu as su le transmettre avec beaucoup d'humilité à ta famille et à tes proches, comme tu le disais en préambule, mais c'est très bien écrit et très bien, relaté dans ton ouvrage et ça, je trouve ça merveilleux, de pouvoir, unifier, marier toutes nos facettes parce que longtemps tu voulais, que la partie artistique et ça a fait écho en moi puisque j'ai pas on n'a pas le même parcours, mais c'était pareil et là, aujourd'hui, de pouvoir allier, tu vois, la spiritualité avec l'artistique, je trouve ça magnifique et en plus, toi, tu l'as vraiment transmis à ta famille. Quand on lit l'ouvrage, c'est incroyable, Mmh. c'est d'une beauté, Mmh. extraordinaire. Ah bah écoute, oui, je crois que c'était important pour moi de faire ce chemin-là, mais ça a été un long chemin. Mon premier livre, Pourquoi j'ai pas écrit de film sur Sitting Bull, c'était vraiment un coming out spirituel total et je savais que derrière je pourrais plus jamais faire demi-tour. Qu'en fait, une fois que tu as dit: «OK, il m'est arrivé ça et j'y crois», et ben, en fait, derrière, tu sais qu'on va te prendre, alors certains vont te prendre pour une folle, d'autres au contraire, bon, bah, bon, voilà. Mais j'avais besoin que ce soit dit. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait tellement de non-dits aussi, tu vois, dans ma famille, dans mon enfance, beaucoup de choses qui étaient cachées, beaucoup de choses comme dans toutes les familles, comme dans toutes Mmh. les lignées. Et tout d'un coup, en fait, à un moment, tu te dis: «Mais il faut qu'on arrive à réouvrir, à resoigner le ce chakra de la gorge qui parfois est grippé par des générations entières de choses qui ont été tues, de choses qui ne doivent pas être dites. Tu vois, le fait que j'ai pas pu dire à Emmanuel que j'allais voir une chamane, c'est quand même un signe de quelque chose. J'avais honte, je me sentais coupable. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi j'ai honte et de quoi j'ai honte et pourquoi je me sentirais coupable de ce chemin de vie et pourquoi est-ce que je serais coupable de ce qui m'arrive et pourquoi je et non en fait non tant pis je l'assume et le fait de l'assumer, le fait de plus avoir honte, de quitter honte et culpabilité, qui sont souvent inculquées par les lignées, encore une fois, bien malgré elles, hein, Mmh. et ben, en fait, tout d'un coup, ça a soigné aussi mon lien avec mes enfants. Et je crois que c'est quelque chose que enfin, avec mes enfants, qui a jamais été abîmé, hein, mais Mmh. à un moment, je m'étais posé la question et je pense que je le raconte juste après le voyage chamanique qui était quand même encore un cran supplémentaire. Mmh. Après leur avoir dit que j'avais vu un chef indien, j'allais pas leur dire en plus: «Ah bah, en fait, je suis chamane, j'ai vu un loup» et cetera et je me suis dit: «Mais est-ce que je leur raconte ou pas?» Et on se posait la question avec Emmanuel de se dire: «Est-ce qu'on leur raconte?» et et en fait, je me suis dit: «Mais si je ne dis pas ça à mes enfants, si je ne suis pas capable de partager ça avec eux, je vais me couper d'eux». Tout comme adolescente, je m'étais coupée de mes parents et que je leur mentais et que j'avais une double vie et là, tout d'un coup, je me suis dit: «Mais je ne veux pas reproduire ça. Je veux arrêter, en fait, ce cycle où on se cache, où on ment, où on dissimule et où tout se passe sous la surface de l'eau» et je me suis dit: «Bah, tant pis, je mets le pavé dans la mare et je le dis, quoi» et le fait de l'avoir dit, je crois que ça a été, comme un cercle vertueux encore une fois et que du coup ça a vraiment pu se diffuser partout, dans toute dans toute ma famille, avec mes sœurs, avec, il s'est vraiment passé quelque chose de magnifique et c'était comme une guérison. Au début, parce que moi j'étais quand même le mouton noir de la famille, quand Oui, j'étais jeune, parce que j'ai eu une adolescence corsée on va y et revenir, ouais, ouais, ouais. voilà, donc tu vois, c'est compliqué d'avoir ce rôle-là dans une famille et même si à 40 ans, bon, bah, voilà, c'était un vieux souvenir, j'avais mes 2 enfants, j'étais mariée, je faisais le métier que j'avais toujours rêvé de faire, d'écrire, donc bon, quelque part, j'étais plus le mouton noir. Je restais l'original peut-être, mais pas le mouton noir et là, tout d'un coup, je me disais: «Mais mince, alors là, si maintenant je leur dis que je suis chamane, tout ça», alors que vraiment, c'était pas une famille où c'était entendable, a C'est ça. priori. Mmh. Et ben, je me dis: «Bon, bah, voilà, je vais repartir dans les vieux trucs, on va me redire: "Oh là là, faudrait que tu ailles voir un psy", et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça et en fait, ça a fait quand même du bien à tout le monde et c'est là qu'on se dit: «Mais justement, écoutons notre âme, écoutons nos intuitions, écoutons la personne que l'on est et laissons-la éclore. Laissons-la devenir la fleur aussi bizarre, aussi étrange, aussi singulière qu'elle soit, mais qui est notre fleur, c'est nous, en fait». Et on est coupé de nous. Mmh. On est coupé de nous, dès la naissance quasiment.
On arrive, on nous dit, tiens, toi, tu es une fille, toi, tu es un garçon, toi, tu es français, toi, tu es russe, toi, tu es catholique, toi, tu es musulman, toi, tu es athée, toi, tu es... Je ne sais quoi. On nous met des milliards d'étiquettes tout de suite. Et en fait, très vite, on ne sait même pas qui on est. Mmh. Et là, c'est super quand on peut, redevenir authentique, en fait. C'est ça. Cette authenticité, cette vérité, parce que ce qu'on vibre, bah, ça se diffuse et puis après, chacun peut prendre, Peut prendre un recevoir peu de et cette... ça C'est et c'est exactement ça. inspirant aussi et c'est inspirant C'est de inspirant. se dire que c'est possible d'être soi-même. Exactement. C'est magnifique. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, en fait. Mmh, D'accepter, de se dire, j'ai le droit d'être. mmh, J'ai le droit d'être. Je ne suis pas obligée de faire, je ne suis pas obligée de fabriquer, je ne suis pas obligée d'être par rapport aux autres, d'être par rapport à une attente. J'ai le droit d'être simplement qui je suis et j'ai le droit de me déployer tel que je suis. Et ce qui est magnifique, encore une fois, c'est exactement ce que tu dis dans cette espèce de diffusion. J'adore l'image parce que du coup, ça me fait penser à la rose, au parfum, mmh, enfin, à quelque chose justement de l'ordre de l'échange mmh. subtil qu'il y a entre les êtres et de tout ce qu'on ne voit pas mais qui est présent. Et voilà, et c'est vrai, et c'est pour ça qu'entre autres dans le livre, j'avais envie de raconter un peu le chemin spirituel de mon mari, par exemple, C'est d'Emmanuel. incroyable. C'est fou, parce qu'il est passé de, comme moi, agnostique, pas du tout connecté à tout ça, à voilà, où il s'est révélé avoir des dons de guérisseur, d'énergéticien. Et c'est fou ce voyage qu'il a traversé, où parfois c'était rude, parce que moi je l'emmenais faire des cérémonies, alors que lui, c'était pas du tout son truc au départ, et il le faisait pour me faire plaisir. Et en fait, après, on voit quand même les fruits que ça a fait pousser, on voit les graines, on voit les fleurs, et je vois à quel point c'était incroyable et que ça a guéri toute la tribu, en fait. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui s'est diffusé, c'est ça, c'est quelque chose où on se dit, mais en fait, quand on travaille sur soi, quand on accepte d'être soi, quand on réécoute, en fait, justement, le message de sa mission, aussi petite soit-elle. Elle n'a C'est pas ça. besoin on n'est pas obligé d'avoir une immense mission. Juste simplement d'accepter d'être soi, de se Mmh. dire tiens, peut-être que j'ai un pouvoir sur mes blessures. Peut-être que je peux éveiller, peut-être pas un guérisseur qui va guérir le monde, mais peut-être mon guérisseur intérieur, ma guérisseuse intérieure qui va peut-être pouvoir travailler déjà sur mes propres blessures. Et de retrouver ce pouvoir, de se dire qu'on n'est pas impuissant, qu'on est extrêmement puissant, que l'être humain, c'est quelque chose de merveilleux en fait et de très beau. Et même si c'est difficile l'incarnation, c'est un cadeau quand même. Mmh mh, mmh. Et voilà, c'est un cadeau de venir s'incarner ici. Et je sais que c'est difficile parfois, et Dieu sait que je le sais, mais ça reste un cadeau. Et en fait, de pouvoir se dire que finalement, cet éveil, cette guérison intérieure, ce qui est fou, c'est qu'après, à un moment, on voit qu'elle n'est pas que intérieure et qu'on est tous connectés. Donc, encore une fois, quand un des bourgeons guérit, l'arbre entier guérit aussi un peu, en tout cas. Mmh. Ton âme te guide dans tes choix, créatifs. Que représente pour toi la créativité? Alors, je pense que la créativité, déjà, pendant des années, ça a remplacé ma spiritualité, comme je disais. Donc, ça avait Au une place début, ouais. Mmh. primordiale. J'ai toujours eu cet esprit créatif, c'est-à-dire que à 8 ans ou à 9 ans, j'ai écrit un premier roman de 200 pages. Donc j'avais cette espèce de déjà une espèce de détermination sans faille à aller au bout des choses et surtout ce besoin de raconter des histoires, ce besoin de raconter l'histoire. En fait, c'est comme si j'avais jamais rien compris du monde, surtout quand j'étais jeune. Je devais avoir sûrement quelque chose, j'étais j'étais différente un peu, voilà, j'étais très introvertie, très timide, avec un monde intérieur extrêmement riche et baroque, et par contre une difficulté à me lier aux autres, à part avec mes sœurs, parce que c'était la tribu, et c'était les gens que je connaissais bien, donc ça, il n'y avait aucun problème. Mon petit frère, pareil. Et en fait, l'écriture, parce que moi, vraiment, ça a été toujours l'écriture, même si j'ai été comédienne à un moment, c'était pas ma voie, c'était un moyen de comprendre le monde aussi. C'est-à-dire que je ne comprenais pas ce que je ressentais, je crois. Je ne comprenais pas qui j'étais. Je ne comprenais pas les codes de ce monde qui me paraissaient insensés, inversés. Et l'écriture me permettait de me re-raconter une histoire dans laquelle je recomprenais les choses. Et peut-être que même ce livre, encore aujourd'hui, à 50 années de vie, bientôt 51, à nouveau, je crois que j'ai dû écrire ce livre aussi pour essayer de comprendre le chemin de vie, pour voir le puzzle, en fait, de se dire, OK, en fait, toutes ces petites choses qui ont l'air insensées, qui ont l'air de n'avoir aucun sens, en fait, si tu les remets l'une à côté de l'autre, il y a des causes à effet qui vont apparaître. Et en fait, il y a une espèce de logique.
Et il y a vraiment quelque chose, il y a un chemin qui se dessine en fait. Et donc la créativité, c'est quelque chose qui m'habite tout le temps. J'écris tout le temps. Donc en fait, je peux l'utiliser soit pour moi parfois, soit de temps en temps pour travailler avec les autres quand je suis scénariste et que du coup je coécris avec des réalisatrices, des réalisateurs. Et j'adore parce que j'ai encore le même enthousiasme que quand j'avais 6 ans ou 7 ans et que j'avais écrit une petite histoire et que j'allais la faire lire à mes parents, à mes sœurs, à mes amis ou je ne sais quoi. J'ai encore ce même enthousiasme, cette espèce d'amour du jeu. Pour moi, c'est un jeu aussi, la créativité. C'est vraiment une manière de garder vivant son enfant intérieur, celui qui justement n'a pas de frontières, celui qui justement peut jouer tous les rôles, celui qui est en train de découvrir les codes du monde et qui est en train de chercher sa place à l'intérieur de ça. Et aujourd'hui, après donc toutes ces années, parce que longtemps, ce que j'écrivais, surtout quand j'étais adolescente, c'était extrêmement sombre, désespéré, beau aussi par moments, mais c'était une beauté noire, quoi. C'était une beauté sombre, une beauté acide. Et là, aujourd'hui, bien sûr, avec la spiritualité qui est entrée dans ma vie, maintenant, j'ai pas du tout ce même lien à l'écriture. Et même quand c'est un travail de commande, comme quand c'est par exemple un travail de scénariste, je vais toujours aller vers quel que soit le genre, ça peut être de la comédie, du drame, n'importe quoi, je vais toujours aller vers des projets humanistes, vers des projets qui donnent de l'espoir. Ça ne veut pas dire de nier le désespoir, parce que je sais très bien qu'il existe. Ça veut dire simplement de ne pas s'y arrêter, de ne pas finir le film là, de ne pas finir le film au moment du désespoir, en fait. De montrer que oui, en effet, le désespoir peut exister, il existe, d'ailleurs, c'est même pas qu'il peut exister, mais on peut s'en sortir, on peut guérir, on peut retrouver de l'espoir, on peut retrouver de la lumière. Et je me rappelle d'un très bel exemple qui m'avait beaucoup marqué à l'époque quand je l'avais entendu. C'est la chanteuse Barbara. C'est une chanteuse qu'adorait ma mère, donc elle chantait ses chansons à la guitare, etc. Et Barbara a écrit une chanson qui s'appelle « À mourir pour mourir ». Et donc, c'est une chanson qu'elle a chantée quand elle était jeune, où elle dit « À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre ». Et elle dit en gros qu'elle préfère partir jeune avant d'être vieille, etc. Et en fait, la chanson a provoqué quelques suicides parmi des jeunes femmes. Et en fait, quand Barbara a appris ça, ça lui a tellement brisé le cœur. Elle a compris à quel point quand même la parole d'un artiste a du poids. Et on sème quelque chose quand on crée. On sème des graines. Et que du coup, après, elle s'est dit, OK, eh ben, je vais continuer à parler de la mélancolie, mais je finirai toujours par l'espoir. Et l'une de ses chansons, une des plus belles, qui s'appelle « Le mal de vivre », et où tous les couplets sont sur le mal de vivre, le dernier couplet, c'est la joie de vivre. Et en fait, pour moi, ça a été un enseignement aussi. Et la spiritualité m'a dit, OK, d'accord, en fait, tu es responsable de ce que tu écris, tu es responsable de ce que tu sèmes dans le monde. Donc, sème de l'espoir, sème des chemins de guérison, essaye de donner des solutions. Et fais-le par tous les moyens. Donc, encore une fois, avec Audrey Dana, on a écrit « Homme au bord de la crise de nerfs ». C'est une comédie, mais en fait, on parle quand même de chamanisme, on parle quand même de guérison. C'est des hommes qui se retrouvent dans un stage d'hommes en pleine nature et qui se reconnectent. Et voilà. Et en fait, pour moi, c'est vraiment important d'avoir… j'ai compris à quel point l'art était aussi un cheval de Troie. Donc, en fait, on arrive avec quelque chose d'extrêmement attractif, que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit… C'est des choses, en fait, qui vont toucher à l'intime du spectateur ou du lecteur. On lui raconte une histoire, on lui murmure à l'oreille, on provoque des émotions en lui, en elle. Et donc, je me suis dit, OK, ben maintenant, je ne vais pas arrêter d'écrire parce que j'aime trop ça, mais je vais essayer quand même d'écrire des films médecine, des livres médecine, et d'utiliser justement l'art comme aussi un moyen de faire du chamanisme, en fait. Mais de faire du chamanisme avec des mots, avec des images, avec autre chose, pas qu'avec le tambour. C'est une façon d'être vivante et de se poser aussi dans l'instant présent, non? La créativité, je trouve. Parce qu'en fait, ça rejoint beaucoup, je pense, la médiumnité ou le chamanisme ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pareil, c'est de se mettre dans un état de réceptivité pour pouvoir avoir accès aux informations, aux images, aux scènes, aux personnages qui tout d'un coup prennent vie devant vos yeux, qui commencent à vous accompagner après pendant des semaines, des mois. C'est un moyen vraiment de repeupler le monde aussi. C'est génial. Moi, de toute façon, vraiment, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est dans mon ADN, quoi. Je t'ai demandé de choisir un titre qui symbolise pour toi le chamanisme. Tu as choisi un titre de Dead Can Dance. Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Yulunga.
Yulunga, ouais. Ouais, Et alors pourquoi? ouais. J'ai trouvé que c'était assez génial cette idée de chercher des chansons en lien avec un mot. Au début, je me disais: «Ah mais je vais jamais trouver, comment je vais faire?» Et après en fait finalement les chansons sont arrivées, elles avaient du sens. Pourquoi? Parce que pour moi, dans cette chanson particulièrement, bon qui me rappelle beaucoup ma jeunesse, ma sœur écoutait ça, mon frère écoutait ça, on l'écoutait beaucoup. J'ai l'impression que ça donne accès au sacré. Au sacré, et avec cette femme qui a cette voix exceptionnelle et qui chante avec des mots qui n'existent pas. Elle fait des espèces de canalisations vocales, fabuleuses, et en fait, j'ai eu l'impression que, pour moi, c'est ça le chamanisme, c'est cette espèce de puissance, de beauté, de pureté, d'harmonie, et tout ça mélangé, ça me donnait cette chanson, en fait, voilà, où j'avais l'impression, qu'on avait tout ça. Je l'ai écouté tout à l'heure là, en préparant, à nouveau l'émission et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un morceau très puissant Très et puissant. comme tu le dis, vraiment, quelque chose de sacré, de divin. C'est ça, C'est exactement. ha C'est hallucinant. sacré, c'est divin et en même temps c'est terrestre. Tu as l'impression Oui, d'entendre presque la voix mmh, de la Pachamama, quoi, tu vois? Tu as mmh, l'impression d'avoir la voix de la terre qui tout d'un coup c'est ça. s'élève vers le ciel et qui refait la connexion terre-ciel, et là tu te dis: «OK, là, en effet, l'être humain peut être ça, cette connexion terre-ciel». Donc pour moi, c'était vraiment ça, le chamanisme. Tu parlais de ton corps tout à l'heure, donc tu es aujourd'hui beaucoup plus attentive, aux signaux qu'il t'envoie, de ce qu'il te transmet. Comment ça se passe en fait? Là maintenant tu l'écoutes tout de suite? Oui. En fait, j'ai appris à l'écouter et surtout à le comprendre, et donc en fait, le corps peut être un pendule comme un pendule de magnétisme, Mmh. et le problème parfois étant que le pendule peut être déréglé. Si on est en stress post-traumatique, si on a eu trop de choses, bah, du coup, le pendule ne marche plus. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord bien se reconnecter à lui, faire bien des guérisons, et après tout d'un coup de se dire: «OK, maintenant je vais te refaire confiance». Et moi, mon corps, il me parle de 2 manières très simples. Son oui, j'ai des frissons partout, mais vraiment ça me remonte jusqu'aux joues, jusqu'au front, j'ai des frissons. Ça veut dire oui, ça veut dire vas-y, ça veut dire fonce. Et son nom, c'est comme un petit nœud entre le plexus et le ventre. Voilà, où tout d'un coup, ah, il y a un petit truc qui se crispe, et là, ça veut dire: non, 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 ça veut dire non». Et maintenant, je l'écoute. C'est-à-dire que même si ma tête me dit: «Ah, mon corps dit non, mais en fait, si, ça peut être bien pour nous». Non, c'est non. Et en fait, c'est ce pacte qu'on a refait ensemble. Maintenant, il sait que je l'écoute. Et donc, il n'a pas besoin forcément de développer des espèces de mots ou de choses terribles pour me parler. Non, on se parle de manière simple, mais c'est vraiment comme si on devait recréer un mariage intérieur, des noces sacrées intérieures entre justement son âme, son esprit, son corps, de refaire un pacte d'amitié avec lui, de considérer quand même que c'est notre véhicule sacré, que c'est notre temple, que c'est notre meilleur ami, qu'il est avec nous depuis notre premier souffle et qui sera avec nous jusqu'à notre dernier souffle, que c'est vraiment le compagnon d'une vie, quoi. C'est que c'est magnifique un corps, c'est sublime, sans même parler des choses incroyables qu'il peut nous faire vivre, gustatives, sensorielles, sublimes. Et voilà, donc c'est ça, j'essaye vraiment de me dire: «OK, qu'est-ce que tu dis mon corps? Et je te promets de t'écouter. Je vais t'écouter». Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est parce que j'ai aussi fait les guérisons nécessaires qui font que mon corps n'est plus totalement traumatisé. Un Mmh. corps traumatisé, parce que le corps reçoit tous les coups. L'esprit, c'est facile pour lui de se dire: «Bon d'accord, en effet, c'était dur, il m'est arrivé telle chose, il m'est arrivé telle chose, mais bon ça va, je suis forte, je peux y aller» et cetera. Ça bien sûr, parce que l'esprit quelque part, il est adulte. Mais le corps, si ça lui est arrivé quand il avait 3 ans, il a encore 3 ans à l'endroit de la blessure. Il Donc il n'est cristallise, pas adulte. Exactement, et lui, il a gardé les coups. Il a gardé la mémoire de tout. Et donc c'est pour ça que c'est à travers le corps, à travers, et pour moi, bizarrement, parce que ça peut paraître étrange, mais en fait le tambour, c'est aussi corporel. Parce qu'en fait, c'est déjà une peau d'animal qu'on tape, et donc ça résonne avec notre propre peau. On a l'impression vraiment d'avoir les cellules qui se mettent en ébullition, et cetera. Donc c'est corporel aussi, c'est une expérience corporelle. Et à un moment, il faut aller dans le corps pour aller justement chercher ce qui dans le ventre est encore blessé. Et le ventre, c'est beaucoup la petite enfance, parfois même des choses karmiques encore plus anciennes. Après, quelles sont les blessures du cœur? Après, quelles sont les blessures de l'esprit, de l'âme, et cetera. Et donc, ouais, ce corps, il est précieux, 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 précieux. Il faut en prendre soin, et il faut essayer d'en refaire son meilleur ami, quoi, son mmh. allié. Et aujourd'hui qui est Claire Barré?
Alors, c'est une bonne question. Je je ne sais pas exactement comment me définir parce que ça serait compliqué et j'ai l'impression d'avoir plein de facettes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis une femme qui est sur un chemin de guérison. Je suis une femme qui est parvenue grâce à ses expériences de vie et particulièrement grâce à cette magnifique arrivée impromptue de la spiritualité dans ma vie, à transformer la mélancolie que je prenais un peu pour ma marque de fabrique, en joie. Donc il y a vraiment une alchimie qui s'est créée à l'intérieur de moi et voilà et aujourd'hui j'essaye de prendre soin de moi, des autres, d'être à l'écoute et d'essayer justement de cheminer vers la joie, une joie, qu'aucune tempête extérieure ne peut toucher. Tu parlais de l'enfant intérieur tout à l'heure et après toutes les épreuves que tu as traversées, notamment ta rencontre avec la drogue Mmh. quand tu étais jeune, quand tu étais, oui, beaucoup plus jeune. Est-ce que c'était une façon de rechercher une forme de liberté qui n'en était pas une finalement? Est-ce que c'était un refuge? Que te disait la petite Claire à ce moment-là? Alors, la petite Claire, je pense qu'elle parlait plus beaucoup au moment de l'adolescence, hein. Elle avait dû se réfugier dans un coin. La seule chose qui l'intéressait, c'était quand même d'écrire. Donc en fait, à partir du moment où j'écrivais toujours, on était encore amis. La drogue, ça a été vraiment, quelque chose de à la fois un désir de libération, de tous les interdits qui étaient posés par la famille et cetera. Donc pour moi, en fait, c'était un moyen de me libérer des interdits, de me libérer des dogmes, et d'explorer aussi d'autres états de conscience, parce que j'avais une approche aussi quand même, il faut le dire, un peu romantique des drogues. J'étais Mmh. pas, une punk à chien, hein. Mmh. Je prenais des drogues avec, des artistes, je les utilisais pour aller écrire des poèmes, j'avais lu les Paradis artificiels de Baudelaire, j'avais lu Rimbaud, j'avais lu Nerval, et cetera. Donc j'étais vraiment dans une approche presque intellectuelle, romantique, alors noire aussi quand même, des drogues mais le problème, c'est qu'en fait, on peut arriver comme on veut auprès des drogues, particulièrement de l'héroïne. On peut arriver avec les meilleures intentions du monde. De toute façon, c'est un piège et le piège se referme sur vous. Parce que l'héroïne qui vous offre cette espèce d'état zombifié de mort dans la vie et qui, du coup, bah, forcément, va amortir tous les coups de la vie parce que de toute façon, vous n'êtes plus vraiment en vie. Vous êtes un peu dans une espèce de coma perpétuel. Donc, vous souffrez plus. Mais en tout cas, le temps où ça dure, bah, ça arrive avec le manque, ça arrive avec quelque chose de terrible, ça délabre intérieurement et ça crée, des espèces de trous même, je pense, dans la psyché et cetera. C'était une manière aussi d'essayer de fuir le monde. Je n'aimais pas le monde, je n'aimais pas la société, je n'aimais pas les j'avais l'impression en fait que je m'étais retrouvée dans un monde qui ne ressemblait pas à celui que j'espérais, comme si je m'étais trompée, en voulant Trompée d'époque? m'incarner. C'est ça, comme si en fait, moi, j'étais tout à fait prête à arriver au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Tout était prêt pour. Je voulais devenir poétesse au 19e siècle. Et tout d'un coup, j'étais au 20e siècle et rien ne collait avec ce que je cherchais. Et donc, j'étais très malheureuse. Et j'avais une espèce de besoin de sens que je ne trouvais pas. J'étais en dépression existentielle. Je ne trouvais pas ce que je cherchais. Je n'avais pas, il y avait rien qui ne, à part l'art et à part la poésie, rien n'avait de sens pour moi. Les gens qui me parlaient, je ne sais pas, de l'habit qu'ils voulaient s'acheter ou du dernier magazine féminin, mais ça me donne envie de mourir, en fait, parce que c'était pas pour ça que j'étais là. Je sentais que j'étais là pour autre chose. Mais comme rien ne m'indiquait où était ma voie, à part l'idée que peut-être c'était l'écriture, mais que pour mes parents, c'était pas une option, l'écriture. Donc, du coup, Mmh. j'étais dans un état de désespoir total et voilà, je crois que c'était beaucoup de choses à la fois et qui se sont cristallisées et c'est pour ça que j'ai eu besoin de le partager aussi parce que j'en avais beaucoup parlé des drogues dans mes romans, mais un roman, c'est un roman. C'est ça. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux et en fait, c'est quand même un doux mélange des 2, avec beaucoup de fiction et pas mal de réalité et là, je me suis dit à un moment, il faudrait en parler de manière honnête parce que, encore une fois, déjà, je sais écrire, donc Mmh. je sais quand même raconter une histoire et c'est important de parler de ça, de l'addiction, du désespoir, de la dépression mélancolique, surtout quand on a réussi à s'en sortir et donc C'est de dire aussi: «OK, peut-être que vos enfants, vos adolescents, ils sont en train de traverser quelque chose qui est possiblement très dangereuse» parce qu'on peut y laisser non seulement des plumes, mais on peut y laisser sa peau. Moi, j'ai ça des amis vie, qui ouais. sont morts d'overdose, hein, donc Mmh. vraiment, on peut en mourir, hein, Mmh. vraiment, mais si on n'en meurt pas,
si on est quand même bien accompagné, si on arrive à trouver la chose qui va nous redonner goût à la vie, nous redonner de l'espoir. Ça peut être l'art, ça peut être le sport, ça peut être la musique. Enfin, l'art aide beaucoup quand même. Et, euh, et moi, entre autres, le fait d'avoir fait du théâtre, c'était pas du tout ma voie parce que je voulais écrire, mais tout d'un coup, je faisais partie d'une troupe. On avait besoin de moi. Donc, je pouvais pas arriver défoncée. Parce que je pouvais pas arriver avec 4 heures de retard, comme ce qui arrive quand on est sous drogue, quoi. Et du coup, toutes ces petites choses, petit à petit, m'ont aidé à me reconstruire. Bon, après, j'ai aussi affronté la mort, donc ça, c'était encore autre chose. C'était un autre type d'électrochoc qui n'est vraiment pas agréable à vivre. Et donc, on aimerait justement que les gens n'aient pas à vivre ça et puissent s'en sortir sans. Mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant pour les gens de pouvoir entrer dans la tête et le cœur justement de ce qu'on peut appeler une droguée ou quelqu'un d'addict profondément, Mmh. en voyant à quel point c'est complexe, justement, et à quel point ça peut partir aussi d'un désir de beauté, d'un désir d'exploration, d'un désir d'art, d'un désir de connexion avec autre chose. Et que le problème, c'est qu'on se trompe et que c'est pas ça la voie. Voilà, c'est Mmh. tout. Et que moi, de toute façon, j'avais une âme de pirate. Moi, j'essayais tout. Je faisais n'importe quoi. Je, Mmh. je, je, je prenais de l'éther, du trichloréthyle. Je prenais tout ce qui me passait sous le nez, devant moi. Il y a un moment où j'avais cette espèce de truc qui était de l'autodestruction quand Mmh. même. Il faut en avoir conscience. Mais une autodestruction parce que j'avais l'impression de détester la vie. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'à 50, bientôt 51, j'aime profondément cette vie. Donc, on peut passer de cette détestation-là à 18 ans à 40 ans plus tard, remercier la vie de ne pas s'être éteint à 20 ans. Mais quelle tristesse, c'est ce que je voulais. Et vraiment, j'ai eu 30 ans de vie derrière tellement belle, avec des enfants incroyables, un mari, un compagnon de vie, un amour fou. Et voilà, donc tout ça, c'est possible, ça peut arriver, quoi. Et c'est Alors, important de le dire, je crois. tes souvenirs d'enfance, tu rêvais, tu le disais, tu rêvais d'écrire. C'est quand même cette petite Claire qui a apporté cette émulsion, cette énergie créatrice finalement à cette réalisation, à ce déploiement de qui tu es au point de vue de ton écriture, non? Totalement. Et vraiment, je la remercie. C'est vraiment mon allié. Moi, j'ai toujours l'impression, c'est peut-être bizarre comme manière de voir les choses, mais j'ai l'impression que c'est ma grand-mère. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nos anciens nous sont nos ancêtres. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment ma première ancêtre, en fait, cette petite fille, donc très introvertie, très timide, mais avec cette espèce de monde intérieur riche, baroque et cette capacité quand même à la joie, à l'enthousiasme. À l'enthousiasme. J'ai toujours eu cette espèce d'enthousiasme quand j'étais petite. Et c'est surtout cette idée qu'elle avait ce rêve et que moi, plus tard, j'ai accompli mon rêve d'enfant. Et en fait, d'accomplir son rêve d'enfant, je crois que c'est quand même un cadeau incroyable de la vie, de pouvoir faire ça, de pouvoir se dire, moi, je peux me dire aujourd'hui, j'ai accompli mon rêve d'enfant. J'ai écrit, je vide ma plume, et c'est ce qu'elle rêvait et qui lui paraissait impossible, et qui lui paraissait impossible à atteindre. Et donc, jusqu'à être dans un désespoir total quand elle était adolescente et où ça lui paraissait encore plus impossible parce qu'elle commençait à comprendre comment le monde fonctionnait et elle comprenait que ça allait être compliqué quand même de vivre de sa plume. Et aujourd'hui, voilà, c'est arrivé. Et encore une fois, c'est comme un pacte qu'on fait avec soi-même de rester l'allié de l'enfant qu'on était, de rester l'allié. Et moi, je suis l'allié aussi de l'adolescente que j'étais. Parce que quelque part, c'était une rebelle, oui. Elle avait aussi cette espèce de force de vie bizarre, alors qu'il se retournait contre elle. Mais en même temps, elle n'a pas accepté d'entrer dans un cadre. Elle n'a pas Mmh. accepté qu'on lui dise les choses sont comme ça et pas autrement. Tu vas devenir prof de je ne sais quoi, machin. Et en fait, elle a tout refusé. Elle a dit non à tout jusqu'à en mourir presque. Mais elle n'est pas morte. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Parce qu'en Mmh. fait, elle avait cette espèce de courage fou aussi de s'opposer, de dire non et, et d'être prête à en mourir pour ne pas entrer dans un cadre qui ne lui convenait pas. Ouais, Et c'est le résultat aussi de cette grand-mère, de la petite fille. ouais, Et elle, ouais. c'est comme ma mère, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a des ancêtres à l'intérieur de nous comme des matrioshkas. Ouais, ouais, cette détermination. Je t'ai C'est demandé ça. de choisir un titre qui symbolisait du coup l'écriture. Tu as choisi, Simon and Garfunkel. Pourquoi ce titre, The Sound of Silence? Est-ce que c'est parce que tu as besoin de silence quand tu C'est écris? ça, exactement. Je ne savais pas comment exprimer l'écriture. Pour moi, c'est trop. Je ne saurais pas l'exprimer. Tu vois, là, pour le coup, j'étais vraiment face à un bug presque. Je me disais, bon, l'écriture. Mais ce titre-là, déjà, c'est un titre que j'aime beaucoup et qui provoque en moi une émotion à chaque fois
et parce que ça me rappelle mon enfance et parce que, je sais pas, on avait 10 quand on était petites et j'ai toujours aimé ces 2 voix d'hommes qui se mêlent avec une espèce d'harmonie et quelque chose de très fluide, de très beau. Et je trouve que les mots qu'ils utilisent sont extrêmement poétiques, écrits. Donc il y a quand même un truc d'écriture. Et après, voilà, c'est que moi, je n'écris que dans le silence. Et que du coup, c'est une fois que je suis connectée à ce son du silence, qui est parfois si difficile à atteindre, à la fois à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi, c'est dans cet espace du silence sacré que tout d'un coup les mots commencent à arriver. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, dans ton livre, tu as eu le courage de raconter le viol que tu as subi et celui auquel tu as échappé. Que s'est-il passé pour parvenir à faire fuir ton agresseur, qui était le même d'ailleurs? C'est ça qui est complètement incroyable. Fou. Oui, fou, c'est le Ouais. mot plus juste que Mmh. incroyable, parce que c'est hallucinant même. Ouais. Est-ce que tu te dis que tu étais accompagnée, protégée par tes guides? Comment l'expliques-tu? Est-ce que c'est cette rage, cette détermination? Parce que c'est de ça, si j'ai tout bien compris, ça a été le déclic pour sortir justement de toutes tes addictions et de cette violence de la drogue et Mmh. de ces revers. Ouais, exactement, c'est ça. C'est vraiment ça qui a clos le cycle, de ma nuit noire, on va dire. Et vraiment, la clôture du cycle, elle était au-delà du noir. Mmh. Et donc oui, c'est une mauvaise rencontre que j'ai faite, par 2 fois avec le même homme, dans le dernier, train qui partait de Saint-Lazare et qui allait en banlieue, où vivaient mes parents. Et ça s'est passé peut-être à 3-4 mois de différence, les 2. Et entre les 2, j'ai réussi quand même à oublier son visage. C'est ça qui est le plus fou. Le même homme Oui. est venu 3 ou 4 mois plus tard au maximum s'installer devant moi dans le même train, peut-être même le même wagon, et je l'ai pas reconnu. J'ai mis, peut-être 5 minutes à le reconnaître, ce qui est fou. Et en fait, donc la première fois, en effet, il m'a conduit dans un local à poubelle, donc on peut difficilement quand même faire plus glauque, pour me violer. Et là, j'ai vécu une dissociation qui m'a protégée. C'est-à-dire que j'ai quitté mon corps, sans le Mmh. vouloir, hein, ça s'est fait tout seul. J'ai quitté mon corps, je me suis retrouvée sur le plafond, je regardais la scène et je me disais: «Bon, j'espère qu'il va pas me tuer parce que sinon, je serais obligée de repartir, quoi». Donc mais par contre, j'avais la conscience que je pouvais pas mourir, que juste il allait falloir repartir. Ce qui est déjà assez fou parce que c'était pas du tout forcément dans mes croyances, en tout cas pas, dit comme ça. Donc voilà, et à un moment, j'ai pu me réunifier une fois qu'il avait fini, son affaire. Et ça a marqué, je pense, le pic de désespoir. Parce que je me disais vraiment, là, j'avais l'impression d'être maudite, quoi. J'avais l'impression de l'avoir mérité, en plus, voilà, quand on est encore une fois dans la honte, la culpabilité, les machins, les trucs, on a l'impression que même ce qui nous arrive de négatif, voilà, c'est une punition divine, c'est je ne sais quoi. Enfin bon, bref, donc ça a été encore pire. J'ai encore plus pris de drogue. En plus, je le mélangeais avec des médicaments, avec de l'alcool. J'étais vraiment, c'était atroce. Et en fait, la deuxième fois que je l'ai croisé, donc j'ai mis 5 minutes avant de comprendre que c'était lui. Et là, tout d'un coup, quand j'ai compris que c'était lui, je me dis: «Waouh, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis coincée, le wagon est vide, on va se retrouver à nouveau dans un quai vide d'une ville de banlieue où il y a personne le soir. Je suis seule avec lui et j'ai aucun moyen de m'en sortir, quoi». Et en fait, s'est mis en place en moi une espèce de résistance sacrée. C'est-à-dire qu'il m'a emmenée dans un squat dont il avait la clé. Où je sais pas, il faisait de la musique ou je ne sais quoi avec des potes, et pas loin des lignes de chemin de fer là de Viroflay. Et en fait, il m'a emmenée dans cet endroit et là, en fait, là, la deuxième fois, il voulait pas me violer, il voulait me tuer. Il s'est allongé sur moi, il avait ses mains autour de ma gorge et il me disait d'un air presque désolé, comme si c'était pas lui qui décidait, il me disait, «Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer». Et il répétait ça, il répétait ça. Et moi, en fait, je savais qu'il fallait pas que mon corps bouge, que si mon corps bougeait, j'étais morte. Parce que s'il y avait la moindre résistance physique, il allait enfoncer ses s'il y avait une Mmh. résistance, il enfonçait. En fait, il attendait que ça. Il attendait que mon corps réagisse et que du coup derrière, que lui réagisse à quelque chose. Donc j'ai compris, j'ai su qu'il fallait pas que je bouge. Donc je n'ai pas bougé. Et par contre, là vraiment, quand tu parles de connexion, j'ai eu l'impression tout d'un coup qu'il n'y avait plus de toit sur cette espèce de squat, que j'étais directement en lien avec les étoiles. D'ailleurs, je lui ai même parlé des étoiles. Et il y a un espèce de flot de paroles qui sont sorties de ma bouche avec une espèce d'autorité et que je ne me connaissais même pas. Moi qui étais plutôt un petit être un peu chétif et
petit. Déjà, je suis petite, je fais 1,60 m, même pas, enfin si, 1,60 m. Et voilà, donc je suis petite, j'ai toujours été un peu, quand j'étais à cet âge-là, j'étais un peu anorexique, donc j'étais toute maigre, etc. Et, euh, et tout Parce d'un qu'on coup, une rappelle, tu puissance. avais quel âge? Tu avais quel âge? J'avais 20 ans, Tu parce avais que 20 ans. c'était donc, et j'étais vraiment sur la fin de mes années de drogue, mais j'y étais encore. Et en fait, j'ai réussi à lui faire peur. En fait, je lui ai pas dit: «S'il te plaît, ne me tue pas, j'ai des, je sais pas, j'aime ma vie, j'ai une famille», je lui ai pas parlé de moi, je lui ai parlé que de lui. Je lui ai dit: «Mais est-ce que tu te rends compte de ce qui va t'arriver si tu me fais ça? Est-ce que tu crois vraiment qu'on est seuls?» Je lui ai dit des choses comme ça. «Est-ce que tu crois que parce qu'on est sous un toit, les étoiles ne voient pas ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu crois que tu vas pas devoir rendre des comptes un jour?» Je lui ai fait peur, et il a eu tellement peur alors qu'il avait la pulsion. Il faut savoir ce que c'est une pulsion. Il avait la pulsion de me tuer. Il avait pris sa décision. Il était prêt à passer le pas. C'était peut-être la première fois qu'il était prêt à passer ce pas. C'était plutôt un violeur au départ. Et là, il voulait tuer. Il était passé un cran après. Et en fait, il a eu tellement peur qu'à un moment, il s'est relevé. Il m'a dit: va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et j'ai pris le temps de me relever tout à fait tranquillement, avec autorité. Et il m'a raccompagnée sur tout le chemin jusqu'à chez mes parents. Donc c'était horrible parce que c'était pas fini, et je me disais, et moi c'est ce que je raconte dans le livre, j'avais dans la tête la chèvre de Monsieur Seguin, où je me disais, bah voilà, je suis la petite chèvre, je suis partie essayer de voir le monde, et j'ai rencontré le loup et il va me tuer en fait, et voilà, c'est trop tard. Et comme je savais comment finissait le conte, pendant tout le moment où j'étais en train d'essayer de plaider pour ma vie, mais pas de plaider pour ma vie, si quand même je plaidais pour ma vie, en lui faisant peur à lui. Et je me disais, de toute façon, je peux faire ce que je veux, ça marchera pas. À la fin du compte, la petite chèvre de Monsieur Seguin, elle est tuée par le loup. Donc, ça marchera pas. Mais j'étais vraiment protégée. En effet, j'ai eu une espèce de canalisation sacrée qui est entrée à l'intérieur de moi et qui l'a englobé, qui l'a pris dans ses filets, en fait, jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Et pourquoi ça m'a soignée? Pourquoi ça m'a soignée? Ça, je l'ai compris 20 ans après. Je l'ai compris quand mon éveil spirituel est arrivé et que j'ai commencé à réfléchir sur ma vie, à essayer de comprendre mon chemin de vie. J'avais jamais réfléchi avant ça, hein. Mmh. Pourquoi ça m'a soignée? Parce que je pensais détester la vie, et que quand je me suis retrouvée face à quelqu'un qui voulait me tuer, aucune cellule de mon corps ne voulait mourir. Il n'y avait pas une once de moi qui voulait mourir. Alors que quelqu'un de réellement, normalement suicidaire, si quelqu'un veut me tuer, c'est encore mieux, j'ai pas besoin de le faire moi-même. Rien en moi ne voulait mourir. Et en fait, ça a été une prise de conscience, alors faite de la manière dure, hein. Moi, les enseignements chez moi, ils sont toujours rudes, Ouais, ouais, enfin de moins en moins, donc heureusement, et merci pour la douceur, et que la douceur demeure. Mais voilà, j'avais besoin d'un électrochoc, je pense. J'étais allée trop loin en fait, et cet électrochoc est arrivé sous cette forme-là, une forme vraiment pas sympa, horrible, mais ça m'a quand même sauvé la vie, bizarrement. Voilà. Mmh. Et quel regard tu poses justement sur ton chemin, tout ce que tu as traversé? Bah, je pose un regard de gratitude absolue. Parce que, déjà parce que j'adore ma vie, j'adore cette incarnation, même si encore une fois, j'aurais pas pu le dire il y a 30 ans. Mais là vraiment je peux le dire, je trouve que ce chemin de vie, c'est un chemin qui a été difficile et rude, 1000 fois, mais aujourd'hui je vois à quel point il est beau, et à quel point il m'a apporté que des cadeaux en fait. Et donc oui, j'ai que de la gratitude. J'ai que de Mmh. la gratitude, et j'arrive à voir même cet événement-là, qui est quand même un événement dramatique, un viol, une tentative de meurtre, des choses qui sont horribles, qui sont atroces, et on ne peut pas se souhaiter ça, surtout pas. Mais en même temps, je vois en quoi ça m'a permis de survivre, et en quoi finalement c'était horrible sur le moment, et c'était vraiment, encore une fois, je le voyais comme une malédiction, et comme si si le sort s'acharnait contre moi. Et bizarrement, c'est comme si au contraire le sort m'avait quand même plutôt, de manière rude, quand même un peu sauvé la vie, à travers ce pauvre mec complètement fracassé intérieurement, qui pense qu'on peut violer, qu'on peut tuer, et qui devait avoir un ego bousillé pour je ne sais quelle raison, qui est son problème à lui et pas le mien. Mais nos pas se sont rencontrés malheureusement, et j'ai pitié de lui en fait. De me dire qu'être malade à ce point-là, c'est d'une tristesse infinie. Tu parlais, tu disais que tu étais, à l'écoute des signes, notamment quand tu étais jeune. Mmh. Aujourd'hui, je suppose, que tu as
une conscience encore plus ouverte par rapport aux synchronicités. Est-ce que tu en aurais une très jolie à nous raconter? Mmh. Une synchronicité très jolie à raconter. J'ai l'impression qu'il y en a tellement tout le temps, mais ça m'est arrivé, oui, j'ai 2 très jolies synchronicités qui se sont passées avec des personnes. C'est-à-dire que 3 même, des gens que j'ai voulu rencontrer, souvent liés à des projets artistiques, mais en même temps très chamaniques aussi. J'ai voulu les rencontrer. J'ai, fait en sorte de pouvoir les rencontrer, mais avant que la chose que j'avais mis en œuvre pour pouvoir les rencontrer arrive, je les ai rencontrés par hasard. Ça, c'est arrivé 2 fois. La 3e fois, c'était un peu différent, mais 2 fois, entre autres avec Patrice Van Hersel. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, celui qui a écrit La Source noire, La Ah oui. Source blanche, un auteur incroyable et après la mort de mon père, j'avais lu La Source noire et ça m'avait mais enthousiasmée, j'avais adoré ce livre, et je voulais le rencontrer en me disant: «Ah là là, il faut qu'on fasse une série» et cetera. Donc j'avais essayé d'écrire à son éditeur ou je ne sais quoi, mais j'avais pas eu de réponse, il m'avait pas répondu et 2 jours après, je vais à la signature d'un ami, Jean-Philippe de Tonac, qui Oui, venait de sortir Le Cercle des guérisseuses, un très beau un très beau livre, livre, un très très, beau très beau livre. livre. Il présentait absolument pas les invités. Je savais pas du tout à quoi ressemblait Patrice Van Hersel et à un moment, on va savoir pourquoi, il dit à voix haute, Jean-Philippe: «Mesdames, messieurs, Patrice Van Hersel» et là donc c'était un livre qu'il avait écrit en 86, 1986, hein. Et donc là, j'ai une espèce de: «Oh, c'est pas possible, il est dans la salle!» J'ai même vérifié son nom, je dis: «C'est pas possible, c'est vraiment lui!» Je l'ai regardé et donc à la fin, j'étais le voir, je dis: «Ah mais je voulais vous rencontrer, j'ai écrit à votre éditeur hier, c'est fou!» J'avais son livre dans mon sac. Donc là, côté synchronicité, c'était, voilà, c'était fou. Et ça m'est arrivé aussi avec le réalisateur Yann Kounen, pareil, je voulais le rencontrer, on avait mis en œuvre quelque chose pour pouvoir le rencontrer et je l'ai rencontré par hasard 2 jours après dans un couloir et on me l'a présenté parce que c'était un ami du réalisateur avec lequel je bossais. Donc voilà, ce type de synchronicité où tout d'un coup vous vous dites: «Oh, mais comment c'est même possible?» On a l'impression d'avoir une descente d'organes psychiques presque, tellement que c'est fou et que c'est une réponse qui est au-delà de même ce qu'on espérait. Voilà. Et à ton avis, qui nous envoie ces signes? Alors je sais pas qui nous les envoie. Parfois, plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est peut-être même nous-mêmes qui les envoyons. Mmh. Avant même de naître, on a déjà prévu des choses qui vont nous aider sur le chemin, et avant, ça veut rien dire. En fait, tout est en même temps. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être notre grand nous, notre âme, l'univers lui-même qui nous répond, qui nous aide, qui nous guide, qui nous donne aussi des cadeaux de temps en temps en disant: «Voilà, tu as bien fait, tu es sur le bon chemin, continue». En fait, je pense qu'effectivement, ça peut être la vie, l'univers, Ouais, nous-mêmes par notre attitude avec, la loi de l'attraction, c'est ça. les échanges de vibrations, mais j'ai expérimenté aussi le fait que ce soit, les anges, les fées Mmh. et Mmh. nos chers défunts. Ça m'est arrivé de Ah! C'est recevoir des joli. synchronicités via mon petit Waouh. frère, Erwan. Et du Mmh. coup, j'allais te poser la question, que signifie pour toi la mort? En plus, quand on l'a frôlée plusieurs fois, comme tu l'as, vécu. Alors que signifie la mort? Je pense que ça, c'est encore, un questionnement, en cours de en cours de réflexion. Mais, pour avoir, dans les états chamaniques, quand même, on en rencontre, des morts. J'ai revu ma grand-mère, j'ai revu mon grand-père, j'ai revu ma tante, j'ai revu, beaucoup de gens, qui étaient morts, qui étaient chers à mon cœur et qu'on peut retrouver, revoir. Pour moi, c'est un changement d'état. C'est un peu comme, passer de chenille à papillon. Donc, je pense que la chenille a du mal à imaginer ce que ce sera d'être un papillon et pour nous, de la même manière, on a sans doute encore un peu de mal à imaginer ce que pourra être notre vie, post mortem. Mais pour moi, de toute façon, c'est la continuation de l'âme. Moi, je me suis déjà reconnectée à des vies antérieures, donc j'ai l'impression que notre chemin de vie, il est à mettre au pluriel, vie, et que donc à partir de là, bon voilà, c'est tout un cheminement. Il y a beaucoup de chapitres, il y a donc c'est quelque chose qui, voilà, qui me semble très sacré. Je pense qu'il y a une entrée très sacrée dans la vie qui est la naissance et il y a une sortie très sacrée de l'incarnation, qui est la mort et que ces 2 états devraient être presque célébrés de la même manière, avec autant d'espoir et autant d'amour et après, je dis ça et bien sûr, quand on est en deuil, c'est long, c'est douloureux. Il y a le manque physique, hein, tout simplement, de ne pas avoir la présence de la personne physique, de ne pas pouvoir la prendre dans ses bras, de ne pas pouvoir entendre sa voix réellement avec sa voix
qui vient de ses cordes vocales et pas la voix qu'on entend dans sa tête, de vraiment croiser son regard, de sentir son odeur, etc. Mais après, voilà, pour moi, c'est une initiation, quoi. C'est quelque chose qui nous attend et qui, de toute façon, nous attend à tous. Donc, c'est pour C'est ça, il y a quelque chose de si inéluctable. universel. C'est vraiment la chose qui, de toute façon, arrivera. Donc, autant se préparer à bien vivre, à profiter de cette incarnation aussi, de ce délice de l'incarnation tant qu'on est dans ce corps magnifique, et à accueillir la mort un jour, les bras ouverts, un peu comme on a pu accueillir notre naissance au monde. Et moi, j'ai l'impression, bien entendu, en tout cas, ça, c'est les sensations que j'ai, que c'est une fin et un commencement. C'est Mmh. vraiment, c'est les deux à la fois, quoi. C'est un changement d'état et c'est une renaissance aussi, sans doute, à un autre état d'être. Tu as employé le mot célébrer et c'est ce que je dis toujours. Heu, Chaque départ est une façon pour moi de célébrer la vie. Alors ça n'enlève en rien Mmh, évidemment, bien le sûr, chagrin, c'est la ça, colère, parfois le sentiment d'injustice, tout à fait. mais je suis en gratitude parce que je me dis: «J'ai eu la chance de partager des moments de vie, des parenthèses de vie avec cet être». Ouais. Et en même temps, gratitude parce que je suis encore en vie et chaque matin quand je me lève, Mmh. c'est un cadeau et je remercie la vie de respirer, tu vois? Ça fait vraiment Ah ouais. partie de mes rituels et j'allais te demander du coup, quand on est une femme, tambour, Mmh. est-ce que c'est un peu plus supportable quand on perd un être cher, d'avoir cette conscience, que c'est une continuité, une transformation, on l'appelle comme on veut, cette mort? Moi, je trouve que oui, bien sûr, parce que du coup, on peut continuer le lien. Quand mon père est mort, on a fait après avec ma famille, tous ensemble, une espèce de célébration incroyable au tambour. On a tous fait des voyages chamaniques. On a essayé de se connecter à lui pour savoir s'il y avait des choses qu'on pouvait faire pour lui. Et donc après, on a été mettre des choses sur sa tombe par rapport aux images qu'on avait eues. Donc c'est sûr que c'est pas du tout pareil. On n'a pas juste pleuré, en fait. On a essayé de voir aussi comment on pouvait l'accompagner. Et quand mon chat, dont je parle beaucoup dans mon Oui. livre, est mort aussi, et ben, en fait, le lendemain, je l'ai vu dans un voyage chamanique. Il est venu, il était dans son énergie de jeune chat, il m'a aidé, voilà, il a fait le soin avec moi. Donc c'est sûr que oui, comme on sait qu'on est encore en lien, la tristesse est là encore une fois. Bien sûr, je dis pas que la tristesse disparaît, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Il faut quand même faire son deuil, mais on Bien sûr. sait qu'il y a quelque chose qui demeure, on sait qu'il y a Mmh. et que le lien demeure. Voilà, donc c'est sûr que ça change quelque chose quand même. Tu as choisi, la chanson, Somewhere Over the Rainbow pour, représenter la mort. Pourquoi ce titre? Qui est très Alors beau. c'est le titre vraiment chanté par ce chanteur hawaïen qui est Oui. mort, je crois, très peu de temps, après avoir chanté cette chanson et l'avoir livrée au monde, et c'est une version, j'aurais pas choisi l'autre version de Judy Garland, mais cette version-là, je la trouve mais mystique, belle. Je trouve qu'elle donne de l'espoir, elle est magnifique, et pour moi, en fait, j'avoue que l'arc-en-ciel, c'est vraiment le signe souvent que m'envoient les morts, après leur mort ou avant même. Quand je vois l'arc-en-ciel, je me dis: «Ah OK, d'accord, ça c'est un signe, ça». Entre autres pour la sœur jumelle de ma mère quand elle était morte, une époque où je prenais beaucoup de substances psychédéliques particulièrement, et en fait, il y a un immense arc-en-ciel qui s'est placé sur notre route quand on allait vers le cimetière, et vraiment comme moi je le voyais, je l'ai dit à tout le monde. En fait, j'ai dit: «Mais regardez, c'est cette porte, en fait, elle vient de passer cette porte magnifique et elle nous envoie ce signe», et voilà, donc pour moi l'arc-en-ciel, c'est lié à la mort parce que pour moi, c'est vraiment la porte, et quand on voit la beauté d'un arc-en-ciel, on se dit: «Ça doit être quand même pas mal de passer cette porte, il faut y aller quoi, faut pas avoir peur». Et après, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement doux dans sa manière de chanter, il y a quelque chose de tellement subtil, humain, plein d'espoir, plein de beauté, d'harmonie, de légèreté dans le plus beau sens du terme, et voilà, et moi, c'est comme ça que je voudrais, voir la mort. Mmh. Tu disais que les liens, bah, sont éternels finalement entre, Ouais. nos chers, disparus, puisque ce sont des âmes, hein, et que l'âme Mmh. ben, pour toi comme pour moi, je suppose, Ouais. elle est Oui. éternelle. Ouais. Du coup, ça peut apporter une preuve pour celles et ceux qui ont besoin de comprendre, de rationaliser que les liens de l'amour, quand je dis de l'amour, l'amour, inconditionnel, l'amour pur, finalement sont on peut pas les briser, on peut pas les couper ces liens. C'est quelque chose de puissant, de magique, de Ouais. merveilleux. Je sais pas Ouais. quel mot employer, mais Ah ouais, c'est magnifique, c'est beau. L'amour, de toute façon, c'est la réponse, à tout. Et c'est ce qu'il oui, y a de plus beau, et c'est pour moi, c'est la joie. L'amour, c'est la joie c'est aussi, et ça, c'est la
La C'est bienveillance et le fait d'être en lien et le fait de prendre soin et le fait de voir l'autre et de se voir soi avec cette lumière, avec cette beauté et c'est ce qu'on cherche tous à atteindre et à préserver en soi, je crois. pour toi, c'est une émotion, pour moi, c'est une fréquence, en fait, L'amour, l'amour. oui, c'est une fréquence, complètement. Ouais, Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. pour moi, Avant c'est tout. la plus élevée, C'est finalement. ça, la plus élevée, la plus belle et proche de la joie, Ouais, proche ouais. de la joie. Beaucoup disent, et moi je suis absolument pas d'accord avec ça, que l'amour est souffrant parce qu'ils font souvent référence à l'amour amoureux qui est conditionné par, les blessures de l'ego. Qu'en penses-tu? Non, moi je pense que l'amour est guérisseur. Ouais, comme moi. Et après les amours souffrances, c'est pas de l'amour, c'est des blessures d'amour. C'est ça, c'est Mais blessure d'ego. c'est pas de l'amour et quand on comprend ça, c'est là qu'on commence enfin à regarder les bonnes personnes. Tant Mmh. qu'on cherche à alimenter sa faille, d'amour, de manque d'amour, en général les relations qu'on crée et qu'on co-crée sont terribles et non, non, je crois que vraiment c'est tout l'inverse. L'amour, le vrai amour, le véritable amour, il est lumière, beauté, bonté, Est-ce qu'il est plus facile finalement de le vivre dans la relation, parent-enfant? Quelle maman es-tu? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile parce que quand on voit le nombre de personnes qui ont des problèmes avec leurs parents, avec leur mère et En en avec tout des cas, la mères, plus ou moins, difficiles, des pères, violents, donc je ne sais pas si c'est plus facile de trouver l'amour dans le lien avec les parents. Moi, je sais qu'en tout cas, bien entendu, pour moi, l'amour inconditionnel, il a existé immédiatement dès que j'ai vu le visage de mes enfants et j'ai toujours su qu'il fallait que je les protège et que je les aime et que je les aide à être eux-mêmes et à renforcer leurs racines pour qu'ils deviennent les arbres, qu'ils veulent devenir, donc oui, voilà, en effet, cet amour-là, il est facile pour moi, mais ça ne veut pas mmh. dire qu'il est facile pour tout le monde. Tu as choisi, What a Wonderful World de Louis Armstrong pour illustrer justement cette fréquence merveilleuse qu'est D'amour. l'amour. Oui, alors au début, tu vois, c'est pareil, je me suis posé des questions, je me dis: «Tiens, est-ce que je vais mettre une chanson amoureuse?» Donc je sais pas, Billie Holiday, The Man I Love ou quelque chose, donc vraiment l'amour amoureux, quoi et après je me suis dit: «Mais en fait, l'amour, c'est au-delà de l'amour amoureux» et cette chanson, elle nous met de l'amour dans le cœur. De voir que le ciel est bleu, de voir que le monde est si beau, de revoir la beauté de la terre et ben, du coup, ça nous permet de revoir aussi la beauté de l'être humain, la beauté de sa place à travers ce monde si beau, qui est quand même un paradis, terrestre sublime et c'est pour ça, je me suis dit: «Finalement, l'amour, le vrai amour, c'est ça, ça englobe tout». Ça Mmh. englobe aussi l'amour, de la terre, l'amour, des autres, l'amour de soi et cette chanson, à moi, elle me met du baume au cœur. Quand je l'écoute, je sens de l'amour qui coule dans mes veines, quoi. Puis cette voix, ce grain de voix très C'est ça. particulier Ah, qui est déjà j'adore. chantant en fait. C'est ça et sa manière de prononcer Mmh. vraiment, il a là, c'est je sais pas, on sent son âme en fait, on sent Mmh. son cœur, on sent quelque chose, et c'est bouleversant. Alors on arrive à la partie féerique de cet entretien. Le bonheur, c'est un vaste sujet, on peut entendre tout et sur le bonheur, mais en fait le bonheur, c'est très subjectif. Oui, sans doute. C'est vrai, c'est très Beh, subjectif. on n'a pas tous la même définition, la même façon d'appréhender le bonheur, de le vivre, de l'expérimenter. Quelle couleur tu lui donnerais? Quelle définition? Alors déjà, moi ça c'est un de mes amis qui disait ça. Il disait que le bonheur, c'était une succession de bonnes heures Mmh, et ça j'ai toujours trouvé ça beau. Parce que ouais. du coup, on est dans l'ici et le maintenant et le Mmh mh. bonheur, on peut essayer de le trouver à chaque instant, à chaque heure et ça, j'ai trouvé que c'était beau parce que c'est facile à atteindre en fait. Voilà. On peut trouver, le bonheur dans chaque bonne heure passée sur cette terre. Mmh. Donc ça, ce serait la définition et pour la couleur, le bonheur, c'est un peu l'arc-en-ciel à nouveau ou Mmh. alors quelque chose de très doré, quoi. Mmh. Doré comme de doré. Et si tu avais une recette de bonheur à partager, quels en seraient les ingrédients essentiels? Mmh, amour, joie et foi. Foi en soi, foi en la vie, foi en toutes ces choses, en l'autre aussi. Mmh. Peut-être ces 3 ingrédients sont pas mal. Tu parlais, de la joie, elle t'inspire quoi, cette joie? La joie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, quand je me sens joyeuse, c'est comme une montée énergétique fabuleuse, c'est comme une danse à l'intérieur de moi. Voilà, c'est vraiment la joie pour moi, c'est la danse.
la danse intérieure, la danse des cellules, la danse des tout qui tout d'un coup se remet en mouvement. C'est la cascade, quoi. C'est quelque chose de beau, de vivant, de joyeux. Bah, la joie, c'est joyeux, donc ça, bon, c'est pas très heureux. Mais voilà, c'est ça, c'est une cascade. Alors, mes amis les jolies fées ont un message à te transmettre. Acceptes-tu? Avec joie. Alors, comme on n'est pas en présentiel, on a un écran qui nous sépare. Je vais prendre une carte de mon petit oracle des messages des fées. Il y a 55 cartes. Alors, soit tu me donnes un chiffre ou un nombre entre 1 et 55, soit je mélange les cartes et ce sont les fées qui font tomber, qui te transmettent le message directement. Que préfères-tu? Les fées. Les fées. Ah, déjà. Ah, j'adore parce que c'est quelque chose que tu as employé en milieu d'émission et c'est ce vers quoi tu tends aujourd'hui dans ta vie de femme, la douceur. Oh, magnifique. Ah, j'adore ça. Ah, j'adore la Respire douceur. la douceur de cet instant, il est tendresse et délicatesse. Bah, tu vois, là, tout mon corps dit oui, j'ai des frissons. Magnifique. Merci les filles pour ce Ah, c'est joli mot. magnifique. Et alors, quelque chose qui est très joli, que dit un ami à moi dont je parle aussi dans le livre, que la douceur, tu peux aussi l'entendre comme douce sœur. Mmh, Ce qui est magnifique. c'est très, très, C'est très très beau, c'est très poétique à la fois. très poétique. La douce sœur. Alors, je sais que tu as une épée violette, mais si je te prêtais ma baguette de fée, à Oui. quoi te servirait-elle? Ah là là, une baguette de fée à remettre à l'intérieur du cœur peut-être de chaque être humain, amour, joie, espoir, paix. Mmh. Voilà, à l'intérieur de chaque cœur humain sur cette terre. Très beau message. Alors, on approche de la fin de l'émission déjà. Dans le chamanisme, la gratitude est une clé essentielle. Oui, je crois que ça fait partie vraiment des choses qu'il faut, réapprendre. Mmh. On n'a pas forcément appris ça, à éprouver de la gratitude et c'est vrai que, on ne peut pas faire autrement quand on travaille avec les esprits ou les fées, de ressentir cette gratitude immense, en fait, pour, le cadeau que leur présence apporte et donc je crois, oui, que la gratitude fait partie de ce cheminement, et c'est très important de jamais le perdre de vue, en fait, de toujours le continuer à le nourrir comme un feu, la gratitude. Est-ce que tu es plutôt démonstrative ou pudique dans ta façon de remercier? Bonne question. J'ai en tout cas, avec les êtres humains, j'ai aucun mal à remercier, j'adore remercier. C'est quelque chose qui est simple Mmh. et avec les esprits, ça se passe sans doute plus à l'intérieur de moi, donc c'est plus intérieur. Mais je dis merci, ça c'est sûr, vraiment, profondément et surtout je dis merci en faisant aussi. C'est-à-dire que Sitting Bull qui m'est apparu, pour en revenir au début, j'ai essayé de le remercier de plein de façons. J'ai écrit un livre, j'ai rencontré son arrière-petit-fils, on a écrit un livre ensemble, on est en train de préparer un film avec mon fils, documentaire. Mmh. J'essaie aussi de faire vibrer dans la matière mes remerciements, d'en faire quelque chose, De de les créer quelque chose, concrétiser. concrétiser, qui vibre dans la matière, voilà, que justement ça reste pas forcément que intérieur. Je te remercie infiniment Claire, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Ton récit «Ma vie de chamane» est paru, chez Mama Éditions. Je vous le conseille parce que vraiment, on apprend plein de choses, on te découvre et en même temps, on apprend ce qu'est le véritable chamanisme. Tout cet enseignement, la connexion avec les plantes, les voyages, ta rencontre avec le tambour et puis en même temps, je le redis, tu te mets à nu parce que tu parles aussi de toutes tes parts sombres, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, tu peux encore plus rayonner et mettre de la lumière sur cette partie de toi puisque aussi tu nous rappelles qu'on est tous faits d'ombre et de lumière. Bien sûr, et que très souvent, les guérisseurs, on dit aussi que c'est des guérisseurs blessés et que c'est parce qu'ils ont connu la blessure que du coup, à un moment, ils peuvent, l'accueillir chez l'autre et essayer de les aider. Mais merci à toi, c'était un vrai bonheur de pouvoir, échanger comme ça aussi librement et avec, tant de douceur justement, et de bienveillance. C'était une vraie joie. Merci beaucoup.
Merci. Et avant de se quitter, je t'ai demandé de me communiquer le titre d'une chanson que tu écoutes souvent en ce moment. Et alors, j'ai été étonnée parce que j'ai trouvé que c'était un titre, pour le coup, pas des plus joyeux. L'Apocalypse heureuse d'Alain Chamfort. Oui, moi je la trouve très jolie cette chanson. Ah non, mais j'ai pas dit qu'elle n'était pas très Non, c'est jolie. vrai. J'ai dit Elle qu'elle n'était est pas très joyeuse. mais moi je la trouve pas si, Alors c'est triste peut-être en dans fait. la C'est c'est sa peut-être manière de parce qu'il est un peu mélancolique. oui, Mais en même temps, déjà, j'adore le titre, «L'Apocalypse heureuse» et comme tout le monde parle d'apocalypse, d'effondrement et cetera, je trouvais que c'était une belle manière de dire: «Peut-être qu'on peut la vivre avec joie, cette oui. apocalypse, si apocalypse il y a». Et C'était après le peut-être fait la est que vraiment j'aime bien, Alain Chamfort, enfin ouais, je connais pas plus que ça, mais je trouve que son dernier album, qui est un peu crépusculaire, c'est vrai, est très beau et très doux et je trouve qu'il a une vraie poésie en lui oui. et voilà, je me dis c'était aussi la blague un peu de l'apocalypse heureuse que je trouvais joyeux et que je trouvais que c'était drôle. Bah, vraiment, je te remercie. Merci pour ta confiance. Merci à toi. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour, comme disent mes amis les jolies fées. À bientôt.